Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En Détente, le podcast où je reçois des gens que j'apprécie, avec qui j'ai du plaisir à échanger, et souvent c'est des humoristes. Celui qu'on reçoit aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans les Comedy Club à Paris, ou sinon au Point Virgule aussi, il a joué son spectacle là-bas pendant longtemps, ou dans l'émission Click, sur YouTube, bref, il fait plein de trucs, c'est un peu notre grand frère à tous, et pas seulement que par la taille. J'aimerais qu'on accueille très très fort John Soulo. Allez, c'est parti, on est là avec ce bon vieux John Soul. Et tu sais que ça a Comment changé. ça va? C'est-à-dire, C'est plus John Sulo, c'est Sulo tout court. t'as changé de nom? Ouais, Mais non. mise à jour. J'ai enlevé le John. Je me Pourquoi? suis dit Sulo, en fait, Sulo ça ressemble plus à mon prénom. Et Ouais. John, c'est mon père qui l'avait rajouté très jeune. Tu vois, Ouais. c'est pas un pseudonyme que j'ai. Ouais, mais ça allait bien, j'ai je trouve. inventé, Moi, ouais. je m'étais habitué à John Soulo. Ouais, j'aime bien Sulo aussi. C'est Soulo, la mise donc à maintenant jour, c'est juste Soulo. tout simplement. Comme Maître Gims, Et t'étais juste Maître- Gims. Mais Maître Gims, il avait de meilleures raisons de changer que toi. Tu te rappelles? J'avoue. Parce qu'il disait que des fois, les gens, ils l'appelaient juste Maître. C'est relou. Il l'appelait juste Maître. Mais moi, des fois, quand on m'appelle simplement John, au bout d'un moment, ça me saoule. C'est vrai, simplement. Je préfère Ouais. largement qu'on m'appelle Sulo. Ouais. Ok. Donc c'est Soulo maintenant. Ouais. Ok, Soulo. Il faut que je m'habitue. Hein. Bon, t'inquiète. J'ai l'impression que c'est une nouvelle personne, c'est un nouvel invité. Moi, j'avais tout préparé pour John Soulo. Et là, on est sur. Faut que je refasse toutes les questions. Tout à l'heure, je t'ai présenté en disant que on t'avait vu un peu partout dans ton spectacle, dans Click aussi beaucoup, et que t'étais un peu notre grand frère à tous. C'est un grand mot. Si, je te jure. Pour moi, t'as vraiment cette image de grand frère à chaque fois que je te vois. Tu me fais la morale en fait. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je pense que c'est dû à ma taille. Moi, C'est je ta pense taille que c'est. Ouais, Il faut dire aux gens que tu es très grand. Tu mesures oui, combien? Je mesure, ça fait longtemps que je fais plus 1 mètre. Donc, Ça fait longtemps que je fais plus un mètre. Tu sais pendant combien de temps t'as fait 1 mètre ou pas? Pendant une semaine, je crois. pense. Pendant une semaine, t'as fait 1 mètre et après, ça y est. Non, je crois que j'ai passé la barre des 2 mètres, je crois, 25. Ah là, tu fais plus de 2 mètres là? Ouais, je fais 2 mètres. Tu fais 2 mètres? Ouais. Ah, c'est pas si grand que ça en fait, 2 mètres. Ouais, c'est 2 mètres pile. Tu fais 2 mètres? Ouais, ouais. C'est génial de faire 2 mètres. C'est un délire. C'est vrai? Ouais. Putain, j'avais pas préparé ça, mais faut absolument qu'on en parle. C'est quoi la vie d'un mec qui fait 2 mètres? Bah, vois c'est tout le une- monde de C'est une haut. vie de lampadaire. T'es courbé. T'es T'as la courbé, tu vois un ouais. lampadaire, là, Ouais. voilà, je passe ma vie à être comme ça. Je sais pas si des fois tu le vois sur scène, quand je parle aux gens, je suis un peu courbé. Bah, C'est vrai que t'as un lampadaire parce que t'es courbé et t'éclaires aussi les gens. Oh Nouveau spectacle. Celui-là, Non, mais du coup, donc ça va, donc t'es beaucoup plus grand que les autres. Le rapport avec les autres, tu les regardes toujours d'en haut, Mhm. mais t'as peur de personne aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des petits mais balèzes qui t'ont fait peur? Non, pas vraiment. Je suis pas un mec peureux, moi. Oui, c'est vrai. Tu m'avais raconté cette fameuse histoire qui m'avait marqué où t'avais attendu un mec à la sortie du McDo, un gars qui travaillait au McDo et tu l'as attendu à la fin de son travail, sur le parking, sur ta voiture. T'étais assis sur le capot et tu l'attendais pour le frapper. Quoi? Je te t'ai pas rappelles pas de raconté cette ça, histoire moi. C'est quoi? Tu racontes pas cette histoire? Non, pas du tout. T'as jamais attendu un mec pour te bagarrer avec lui? Non, De ta vie? je me suis déjà battu, mais l'attendre déjà au McDo sur le parking, Ouais. ça me... Tu m'as raconté cette histoire, ça m'avait marqué parce que moi je travaillais au McDo et Mais s'il t'es y avait pas un ouf. gars de 2 mètres qui m'attendait sur le parking, Mais t'es je fou. pense que j'aurais fait des heures sup. Je pense que je serais pas parti direct à la Non, fin tu de dois mon... me confondre. Non, je te jure, je connais pas beaucoup de grands Renault de 2 mètres. Non, non, tu l'as inventé, ça. Non, je te jure que non, poteau. Moi, sur Mais mon après, cap... c'est- Vas-y, c'était peut-être Je me pas rappelle McDo. plus. T'as Ouais. jamais attendu un gars? Oui, j'ai déjà attendu un gars, mais... Alors, McDo... c'était où, excuse-moi, Je c'était sais où plus. Peut-être je confonds. Je sais plus, honnêtement. T'as jamais attendu un gars sur un parking? Non, ça me dit rien. Ok. On oublie, puis écoute, si je retrouve, Après, t'as vu la street, hein. si je retrouve sa déposition au tribunal, Si tu nous regardes, lâche un commentaire. C'était moi, oui. je confirme. Dans les J'avais oublié le fromage dans son fichier. Et donc ouais, c'est vrai qu'on a, on a ce truc de... Chaque fois que je pense à toi, je me dis, t'as ce rôle de grand frère. Déjà, notre première rencontre, tu t'en rappelles ou pas? Ouais. Enfin, c'est pas notre première rencontre, mais c'est la première Moi, c'est le premier souvenir que rencontre j'ai de toi. marquante, on va dire un peu. C'était, je le connais pas, et il m'attrape et il me fait la morale sur ce que devrait être ma carrière. Il me dit, pourquoi tu fais pas des dates de tournée? Il faut faire plus de dates de tournée, il faut plus se développer, comme ci, comme ça. Et moi, je dis, non, mais c'est pas facile, c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai que quand t'es pas dedans, de l'extérieur,
tu peux croire que tu as la solution et Bah, ça je peut veux- être frustrant de voir un mec. Mais moi, je crée aussi beaucoup ça. J'ai beaucoup de commentaires de gens qui me disent: mais Seb, si tu faisais ça, tu serais tellement plus fort. Si tu faisais ça, tu serais tellement plus connu. Les gens ont la solution, mais je vous jure que entre l'avoir et l'appliquer, il y a un monde. Bah, et puis je l'ai compris avec le temps. Après, pour revenir un peu à cet échange, moi j'étais en observation de stand-up, j'étais un noob du stand-up, j'étais au Labo du Rire. J'observais beaucoup les gens qui faisaient les plateaux du soir, qui avaient la chance de jouer au plateau du soir, parce que c'était très compliqué avant d'être sur les plateaux de 21h, au Paname, etc. C'était vraiment des grosses têtes d'affiche. Et je restais regarder un petit peu les comédiens qui marchent bien, dont toi, et j'aimais trop ton taf, j'aimais trop comment tu faisais. Et je me suis dit, mais avec son talent, frère, il a largement le bagage. Mais en fait, je voyais que 12 minutes de Seb Melia. Je me rendais pas compte qu'un spectacle, fallait tenir 1 heure. Après, je sais pas si tu jouais ton spectacle, je me souviens plus, mais je regardais rien que ton talent, rien que ta manière d'être sur scène, j'ai dit, mais faut y aller, mon gars. Mais je sentais la frustration quand tu me parlais. Je sentais que ça venait d'un bon sentiment. Il m'a vraiment plaqué contre un frigo. Entre le bar et le frigo du Paname. Et je me jure, je me suis retenu parce que ça faisait au moins 1 mois que je voulais te le dire. Et je sortais aussi d'un cycle on va dire, d'indépendance. J'ai été longtemps, comme je t'ai dit, avec l'équipe de Medine et Medine, Salsa, Tiers-Monde, qui sont des artistes indépendants de rap, et j'ai baigné avec eux, ils m'ont formé. Et en baignant dans l'indépendance, j'ai vu que c'était avec de la détermination, tu pouvais passer des portes que les gens ne t'ouvraient pas, créer tes propres portes, ouvrir tes propres fenêtres. Et en gros, je voulais juste t'insuffler cette énergie-là, en fait. Cette énergie que Salsa m'a donnée en mode, vas-y, fonce, tu vas y arriver. Même si tu galères, tu vas galérer 4 fois plus que les autres. Mais si le talent et la détermination est là, et je voulais juste, en fait, te transmettre cette énergie-là, en fait. Ouais, je l'ai senti. Mais je me suis senti un peu comme. En plus, vous me connaissez, pour ceux qui me suivent, je suis pas très ouvert de base. Je suis un peu timide. Donc, quand il y a un mec que je connais qui me parle comme ça, je sais plus ce que je t'ai dit, je crois, mais j'étais un peu sur la défensive. Non Ouais, tu m'as dit. Ouais, tu m'as dit. Je me rappelle plus même moi je me rappelle plus de la réponse, mais tu m'as dit genre t'as esquivé rapide quoi. Ouais, merci beaucoup. Salut. Ah ouais. Bye. Et il me disait ça. Et après, voilà pourquoi j'ai cette image de grand frère. Donc déjà, tu m'attrapes, tu me fais cette morale. Et puis des années plus tard, pendant le Covid, je le croise sur un parking. Et tu vois, il y a toujours des parkings. Comment ça va? C'est vrai qu'il y a toujours des parkings avec quoi? Pose-toi des questions. Je te croise là sur un parking, t'attendais un mec visiblement. Et je dis ça va? Il me dit ouais, ça va et tout. Je viens de faire un nouveau gosse là pendant le confinement. Je dis mais non. Il me dit si. Et il me dit Seb, fais des gosses. Je me rappelle, tu m'as engueulé. Fais des gosses, putain. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais fais des gosses. Et tu comprends pas? Fais des gosses. Parce que toi, t'as une vérité que moi j'ai pas, t'as capté un truc que moi j'ai pas capté, et du coup ça te frustre de dire putain, mais il a pas compris le gars. Il a pas compris qu'il serait tellement plus heureux. Ouais, mais en fait, t'as vu, j'étais dans mon shoot, je viens d'être daron. Ma première c'était exceptionnel, mon fils c'était une dinguerie, et je suis dans le partage. Donc je me suis dit, mais Seb, moi j'aime trop la transmission. J'aime transmettre ce que je sais, et je me dis quand je vais transmettre à mes enfants, ça va être tellement mortel. Et je vois un peu ta personnalité, je dis, mais lui, en tant que daron, frère, déjà, en tant que stand-upper, il va te sortir un spectacle de bâtard, et de deux, c'est vraiment le gars qui peut être le daron parfait, quoi. Non, je serais trop dur. Moi je pense que je serais un daron cool mais dur. Je pensais la même chose de moi. Je pensais que j'allais être un daron un peu relou, un peu casse-tête. Frère, tu me vois à la baraque, j'ai les perruques, je joue à la poupée. Je m'appelle Princesse Sulo. Ma fille me met des coups de pression. T'as pas construit ma cabane. C'est trop mortel. J'aime trop cette vie-là. Mais en même temps, ça te va bien, je trouve. Ouais, quand on te connaît, ça te va bien. Surtout quand t'es comédien, mon gars, et t'as des enfants, t'es en représentation tout le temps. Tout le temps. Au réveil, je rentre en chantant, ils sont morts de rire. Je leur sors des trucs. C'est trop marrant, je te jure. Mais c'est trop bien, franchement. Si on avait eu des parents comme ça, je pense qu'on serait pas humoriste. Ah ouais? Bah oui. Tu penses? Bah, peut-être que ça peut insuffler. T'as eu des parents comme ça, toi? Ils venaient te réveiller en chantant? Mes ramps, ils étaient très marrants. Non, ils me réveillaient pas en chantant, mais ils étaient tellement marrants dans la vanne. Ma mère, elle a des punchlines exceptionnelles. Genre? Sur les prénoms, quoi. Je sais même pas pourquoi je t'appelais comme ça. Tu vois, des trucs comme ça. Vas-y, je sais pas pourquoi je t'appelais comme ça. Ah putain. Et du coup, donc, t'as fait un gosse pendant le confinement pour de vrai, quoi. Ouais, je me rappelle. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais il y en a plein, hein. Il y en a plein qui ont fait des enfants pendant le confinement. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, exactement? Frère, pendant le confinement, il n'y a pas de boulot. Moi, je suis pas là le soir, généralement. T'es avec la madame, t'es à la maison, tu finis Netflix, comme je t'ai dit. Il n'y a plus rien à voir. Et puis, au bout d'un moment, t'es à la maison, quoi, j'ai envie de te dire. T'es présent. Et puis, bah voilà. C'était un choix?
Ouais. Une décision? Ouais, en Ou fait. c'est à force de Ken, c'est arrivé? Non. Non, mais c'est possible. Non, en fait, avec ma femme, on veut des enfants depuis qu'on s'est mariés. Donc, ça fait 7 ans qu'on est mariés. Et on voulait des enfants très tôt. On n'arrivait pas à avoir des enfants. Ta Et, femme avec qui t'es très proche Ouais, ma gossure. et avec qui tu parles comme un mec de la street. Faut aussi le dire aux gens qui nous écoutent. Tout à l'heure, je l'entends, il parlait à sa meuf. Franchement, je crois que c'était un mec du quartier. Juste parce que j'ai dit OK carré. J'ai Non, juste demandé, tu peux aller récupérer les enfants? Elle m'a dit Ouais. oui, j'ai dit OK carré. Allô Delphine? Donc déjà, même pas, il y a mon bébé ou il y a un Mais truc. tu veux quoi, frère? Allô Delphine, ouais, tu peux récupérer les petits? Ouais, bah carré, ok, vas-y. Allez, 7 ans de relation, tu veux quoi, frère? allez, on se capte. Allez, salut Tranquille. poteau. Moi, je préfère avoir une relation fusionnelle en mode c'est ma go, c'est ma pote, que trop lover. Parce que l'amour, quelque part, c'est bien, mais je pense Non, que. c'est la honte aussi. Non, c'est pas la honte. Si, L'amour, c'est la c'est honte. cool, Tu mais dis, quand ouais, tu arrives à mélanger l'amour et l'amitié ou la fraternité, En la vrai, je suis fraternité, mais d'accord. c'est vraiment En vrai, je le suis kiff, d'accord. quoi. Je vanne, mais je suis d'accord. Mais on est d'accord que tu lui as jamais dit je t'aime, c'est abusé. Oui, C'est un vas-y, truc de frère. bolos. C'est un truc Ça, de bolos. en airdrop. En airdrop. Et du coup, donc ouais, moi je me demandais si c'était un choix parce que pendant le confinement, moi c'est pas une période où j'aurais spécialement envie de faire des enfants, tu vois. C'est une période où tu sais pas si le travail va reprendre, tu sais pas ce que va être le monde. C'est vrai que c'est un peu flou, tu sais. Vraiment, en plus, on n'avait aucune réponse. Il n'y avait pas les trucs de vaccin, tout ça. Elle m'a dit, je suis enceinte. J'ai dit, eh ben, let's go. On sait pas où ça va. Elle a couché en mode, j'ai avec moi qu'il pouvait y aller, etc. La grossesse, c'est un peu compliqué, les rendez-vous, etc. Mais bon, c'était une période à vivre. Et puis moi, je suis vraiment un mec. T'es un vas-y. aventurier, toi, poteau. La vérité, faut Voilà, le dire aux peu gens. C'est un importe où on va, aventurier. faut avancer. Oh là là, t'es un aventurier. On va en reparler après, mais il y a une soif de liberté. Ouais, faut pas avoir peur, je crois. Putain, il a jamais peur celui-là, mon héros. Déjà ton parcours, pour les gens qui nous suivent et qui te connaissent pas forcément. T'es un mec du Havre, t'as grandi Ouais. au Havre. À la base, tu pars sur un CAP soudure. Faut que tu m'expliques comment il est parti celui-là, comment on l'a choisi. Je l'ai pas choisi. Tu l'as pas Honnêtement, c'est la conseillère d'orientation qui m'a dit C'est abusé ça. ça te dirait de faire des constructions du type le Louvre. Et moi, je suis là, waouh. De bah type ouais. le Louvre. Ah, t'as Je vendu te le Louvre. jure, elle m'a dit, tu vois la pyramide du Louvre. Elle s'appelait Madame Mélin, je me rappellerai. Tu vas faire Comme le si Louvre. c'était hier. Ah, j'avoue, elle te l'a bien vendu. Elle me l'a bien vendu de ouf. Et puis moi, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, je trouve pas de lycée. Et faut le dire aussi que mes notes m'aidaient pas. Tu vois, je devais avoir sur un 9 de moyenne. Et tu vois, t'es en 3e. J'étais plus attiré par autre chose. Mais c'était pas l'école, quoi. Je cherchais un truc, c'était pas de l'école. Et pourtant, quand je travaille, j'ai des bonnes notes. Au lycée, j'ai travaillé, j'étais l'un des meilleurs de la classe. Des fois, c'est un problème de maturité aussi. Hein. Ouais. Il y a un problème de maturité. Il y a des gens, ils sont nuls au collège ou au lycée, ils arrivent à la fac, ils explosent tout. Je pense qu'il s'est Parce passé qu'ils ont grandi. il s'est passé un truc lors de l'été de mes 3e, quand je devais passer au lycée. Je me suis arraché la main sur un grillage. Et Déclic. franchement, je crois déclic. Parce que tu vois ta main un peu arrachée, j'ai encore la cicatrice là Mais sur il la s'est main. passé quoi? J'ai voulu passer une grande barrière, en plus la barrière du collège, mais C'est vraiment vrai. le truc teubé quoi. Et je saute et j'oublie ma main là-haut. Et vraiment le truc, j'ai vu, et ça m'a fait. Ma mère, elle m'a dit, écoute, soit tu grandis, arrête tes bêtises, réfléchis, et à partir de là, je me suis dit, vas-y, j'arrête de faire souffrir la maman, j'essaie d'être un enfant un peu plus cool. Et passer 2-3 semaines à l'hôpital avec des agrafes dans la main, je crois que ça te fait un peu cogiter, alors que tes potes sont en mode vacances, été, kiff, et toi tu gâches tes vacances. Et je crois que dès que je suis arrivé un peu au lycée, je me suis un peu calmé, mais j'ai vu que je voulais pas faire ça. Parce que me retrouver, c'est quand je me suis retrouvé, j'ai bien travaillé, j'ai eu mon CAP soudure, etc. Tout s'est bien passé. Mais dès que je me suis retrouvé dans un chantier, je crois que j'étais en déplacement en plus à Paris, je crois que je devais avoir 20 ou 21 ans. C'était l'hiver, bleu de travail, dans la boue, il pleuvait. Ils me disent, vas-y, va sous le tuyau et soude. Je me suis dit, à 21 ans dans la boue, je me suis dit, je suis sorti de cette journée, j'ai dit, je veux pas faire ça. Et après, je me suis bougé et j'ai trouvé autre chose. Après, tu m'as dit, parce que moi, tu m'avais dit un truc, c'est qu'un jour, ton daron, il t'a offert un ordinateur. Ça a changé ma life. Ouais, ça a changé ta vie. T'es Ouais. devenu un geek, t'as Bah, c'est kiffé. exactement ça. En parallèle, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon parcours au lycée. Parce que j'avais un petit ordinateur avec Internet, etc. J'étais le premier à avoir Internet dans mon quartier. Je crois que mon père, il l'a acheté, il avait 17 ans. Il avait payé en 3 fois. Il avait acheté à cash au case. Tu te souviens, les magasins un peu cash au case, cash price, des trucs comme ça, là, où tu échangeais ton âme contre un ordinateur. Non, non, non. Et c'était super cher, il se faisait de l'oseille de bâtard. Et Tu ramenais ta Super Nintendo, il te faisait 10 euros. je te jure, et je me rappelle, elle avait juste pile poil pour la tour. J'avais déjà un écran que je crois que c'est une copine de ma mère qui m'avait filé un écran à l'ancienne, et mon père m'avait juste acheté la tour qui coûtait 620 euros. Il n'y avait rien d'autre, avec un lecteur CD. Et il m'a mis Internet avec AOL, tout ça, et ça a changé ma vie. À l'ancienne, ouais, et tout, le CD. Bienvenue, Et ça a été devenu un geek. un petit geek, et je réparais, mais vraiment, les ordinateurs de tout le quartier, quoi. J'avais une petite carte, et d'où mon surnom.
J'ai un premier surnom que c'est DRC, Docteur Computer. Mais non. Je te jure, j'avais un petit Ah, c'est logo génial. et les gens m'appelaient viens réparer mon ordinateur, DRC. Bad Box ça déconne, je te jure DRC. On m'appelle des fois dans la rue, il y a des gens C'est qui me trop disent bien. hey, DRC, je sais que c'est un mec du Havre. Au Havre, tout le monde m'appelle DRC. Mais non. Je te jure, Docteur personne m'appelle Computer. Sul. Il y a que ma famille qui m'appelle Sul, mais tout le monde m'appelle DRC, DRC. Et après, donc du coup, tu te fais engager par le rappeur Medine pour gérer son e-commerce, son C'est site. ça, c'est ça. Je suis approché par l'un de mes grands frères qui est Salsa, qui est le boss du label. Et c'est un mec qui m'a connu, comme je te l'ai dit avant, dans le ventre de ma daronne. C'est des gens qui nos parents se connaissent avant qu'on se connaisse. Et il voit que je touche un peu à l'informatique, etc. Et Medine, c'est en train de prendre une envergure pas possible. Et il m'appelle et me dit écoute, passe au studio, j'ai un truc à te proposer. Et moi, fan de rap, je pense que je vais rapper et tout ça. J'avais un petit nom de rap. J'ai rappé en cachette. C'est quoi ton nom de rap? Couteau suisse. Mais non. C'est pas possible. Ton nom de rappeur, c'était Couteau Suisse. Couteau suisse. En fait, je me suis dit, vas-y, j'ai plein de flow, etc. Je le raconte sur scène, nullissime. Ah, c'est drôle. Ouais. Ton nom, c'était Couteau Suisse. Couteau suisse. 1-1, Couteau Suisse. Genre, j'ai des vieilles punchlines, c'est trop Genre, marrant. dis-moi une punchline de Couteau Punchline, Suisse. c'est si je perds dans le rap, je range mon couteau et j'ouvre un compte en Suisse. Ah. Et toi, t'arrives là-bas, le gars, il te dit tu peux t'occuper de mon site. Je te jure. Et mais c'est bien, c'est que cool t'es parce couteau que suisse. j'ai passé facile quasiment 1 an avec l'artiste le plus connu du Havre et Medine, parce que c'était son job que j'ai récupéré, parce que Medine allait se consacrer qu'au rap et je m'occupais. Il faisait quoi avant, lui, Medine? Medine s'occupait de la logistique, du e-commerce et du merchandising. Donc c'est lui qui s'occupait De quel site? Du sien? du sien, ouais, de ces D'accord. t-shirts, de leur marque qui s'appelait LSA, le savoir est une arme. On avait plein de t-shirts, plein de dérivés de t-shirts qui tournaient sur des trucs de Malcolm X. On faisait des jeux de mots avec le Mais savoir. ça marchait déjà à l'époque, Medine, parce que j'ai l'impression que là, depuis quelques années, il est vraiment connu, mais qu'à l'époque, c'était un petit succès d'estime. Je pense que Il y avait assez pour vendre sur le e-commerce au point de prendre quelqu'un. C'était un gros succès d'estime. C'est un label qui est indépendant depuis, ça va faire 20 ans, et ils se débrouillent par eux-mêmes parce qu'au fait, ils avaient pas la chance d'être à Paris. Donc ils ont dit, bon, écoute, on va tout faire par nous-mêmes, on va faire nos CD, on va faire notre distribution. Et en fait, quand tu montes un intermédiaire, bah, plus t'as d'oseille, tu connais le bail quand t'es en indépendant. Donc, ça faisait vivre 9 familles, tout le monde avait une double casquette, et à chaque fois c'était des artistes, comme Chermond qui était comptable, et qui était en groupe aussi avec Brave, qui était graphiste, avec un autre graphiste qui s'appelait Chicanos, Andrés, et c'était tout le monde faisait un peu la double casquette. Salsa qui est rappeur avec Proof, qui était aussi dirigeant du label, et c'était mortel de voir un petit peu le truc du gars qui pouvait faire plusieurs choses, et ça les permettait d'avancer Et t'as vraiment fait bien. ça 7 ans. Ouais, 7-8 ans, ouais. C'est énorme. Et j'ai fait le tour de la France, j'ai découvert plein de choses. Ouais, c'est ouvert. J'ai bien évolué dans l'informatique, j'ai compris. Franchement, et j'ai surtout trop rigolé. Mais vraiment, les tournées, c'est exceptionnel. On faisait des dingueries dans les tournées, mais Genre. vraiment. Comment te dire? Genre, non, c'est trop. Je vais pas le raconter. Sérieux? J'ai vraiment réfléchi. Mais en fait, on était des gogoles. En fait, Medine, etc., c'est nos grands frères. Moi, j'avais 24 ans. Tu me ramènes dans des villes, dans des hôtels. On traînait dans des hôtels, on volait plein de trucs dans les cuisines. On faisait toutes les bêtises que les grands faisaient pas. Tu vois, en concert, on sautait sur les gens. Mais franchement, j'étais là et encore, je te raconte que le soft. Mais On volait dans les cuisines déjà. non, La nuit dans la cuisine de l'hôtel et tout. ah, mais franchement, mais j'ai vécu ma meilleure vie, quoi. Bah, c'est trop bien, ça t'a fait grandir et tout. Et à quel moment tu décides de quitter Le Havre pour aller sur Paname pour faire du stand-up? Comment le stand-up il arrive là-dedans? Le stand-up, il est dans ma tête depuis tout jeune. Franchement, depuis tout jeune, moi, je suis un enfant des inconnus. Ces inconnus tellement fans, je connais Tu tous les préfères lequel inconnus. des inconnus? Franchement, On est d'accord qu'il y en a un qui est meilleur que les autres. Didier, c'est trop Avec Didier Bourdon, c'est il trop. survole. Didier Tu sais, Bourdon, quand je l'ai il rencontré, survole. j'ai eu le temps de... Mais je l'aime. Mais je Je lui l'aime. dis, droit dans les yeux. Mais je Je l'aime. lui dis, c'est abusé. Didier Bourdon, des Vous fois, avez il vu fait Didier. rien. Et C'est marrant. Le regard. Il est trop fort. C'est un comédien pur. Il survole tout le monde. Non mais Didier, si tu vois cette vidéo, viens voir Seb Melia. Ah, je l'aime tellement. Je l'ai rencontré une fois aussi. Ah bah, Mais- j'ai fait quoi comme vidéo? Attends, j'ai fait une petite vidéo tout simple en mode il m'a dit, je lui dis, tu sais qu'il y a le bon et le mauvais chasseur? Il m'a répondu, mais ferme ta gueule. C'était tellement ramba. Et du coup, donc tu quittes. Donc déjà, ça, c'est un gros risque de quitter Le Havre et de partir solo. Ouais, j'étais un peu dans mon petit confort, mais Paname. je sentais que, t'as vu, j'avais fait le tour
dans ce que je faisais avec Medine. Il m'avait bien formé, il m'avait donné tout ce que je voulais. J'avais pu nourrir ma famille, subvenir aux besoins de plein de choses, etc. Et avancer, me poser. Et je sentais que j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et moi, je sais qu'au fond de moi, je suis un petit gogol. J'aime trop rire, j'aime trop faire des blagues. Et il le voyait, tout le monde me disait, mais va faire du stand-up. Et moi, je veux faire ça. Je suis un comédien depuis tout petit. J'avais tourné dans un film. J'avais 13 ans dans un film avec un animateur de quartier. On avait fait une pièce de théâtre et on avait fait une parodie du film Black Lick Mac. Et depuis, je me rappelle du comédien du Havre avec qui je suis encore en contact, c'est Ismaël Abia, c'était mon animateur au centre d'animation. Il m'a fait faire du théâtre. Et depuis que je suis piqué par ça, mais c'est dans un coin de tête. Et je me dis, et quand tu es dans un quartier, tu penses que c'est ce genre de projet, c'est utopique, possible. c'est juste un jeu, quoi, en fait. C'est juste une animation. Et je ne savais pas que c'était exactement. Et quand on m'a dit que c'était possible, etc., ça a pris du temps. Parce que c'est quand même à 26, 27 ans que j'ai décidé de. Mais c'est un challenge de tout quitter pour partir à Paname comme ça. Surtout que toi, tu avais une pression parce que tu devais subvenir. Tu m'as dit que tu subvenais aussi aux besoins de la famille. Ouais, très, très jeune, j'ai dû. Normal. Ouais, c'est normal. Ça fait partie de notre culture, nous, subvenir aux besoins de nos parents. De la culture galsen, de la culture sénégalaise. Ouais, sénégalaise, même musulmane. Hein. Nos parents sont prioritaires sur nous. Mais du coup, ça te met une pression? Quelque part, oui, mais c'est une pression, c'est une bonne pression. Parce que tu dois réussir pour toi, mais tu dois aussi subvenir aux autres. Donc Exactement. Mais après, il faut être très transparent. Si tu arrives à un moment où tu ne peux pas subvenir aux besoins, moi, je le dis, moi. Je suis en galère, écoutez, je suis en galère, mais j'ai investi sur un bon projet personnel. Faites-moi confiance, je ne vais pas pouvoir vous aider sur tant de temps. Ah, ça va, il ne repose pas tout sur toi. Bien sûr, tu vois. T'es un petit bonus. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, j'ai des frères et sœurs, Dieu merci, qui sont là aussi, qui me soutiennent, que ce soit psychologiquement ou financièrement, ils sont là. J'avais un grand frère aussi, j'ai des potes aussi derrière, et j'avais toute la famille aussi qui me supportait. Et surtout, j'ai fait une rencontre qui a vraiment changé ma life un peu sur Paris. 2 rencontres même, c'est celle de Sébastien Abdelhamid et de Shahid. Chacha, qui sont vraiment 2 frérots. Sans eux, je crois que je serais déjà retourné au Havre, parce que au plus bas, c'est eux qui me relevaient, qui me disaient t'inquiète pas, ça va aller. Comment tu les as rencontrés? Abdelhamid, c'est un gars de Rouen, c'est un gars de Canteleu précisément, donc la connexion directe Normandie, ça s'est fait naturellement, et ça a été très vite entre nous. Il m'a invité sur Paris sur un premier tournage, on a rigolé de ouf. Il y avait Vincent Magnum sur ce tournage, il faisait son premier tournage pour Canal Street, et il était à ses tout débuts sur Canal. Et j'aimais trop ce qu'il faisait, j'aimais trop l'univers qu'il avait. On avait plein de points communs, le manga, les jeux vidéo, et je kiffais de ouf ce qu'il faisait. Il m'a dit écoute frère, reste à mes côtés, t'inquiète pas, on va bosser ensemble, on va faire plein de choses. Au début c'est un peu utopique ce qu'il me raconte, mais il m'a dit t'inquiète, viens sur Paris, t'inquiète. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a été sincère. Ça va être dur, frérot. Ça va être galère de malade, mais si tu t'accroches, si t'es productif, tu vas pouvoir peut-être tirer. Il faisait quoi, lui, à l'époque? C'était quoi son métier? Journaliste jeux vidéo. Après, il s'est tourné un peu vers les vidéos. D'accord. Il faisait des petites vidéos où il présentait des... En fait, avant, les journées de jeux vidéo, ça consistait à juste écrire des articles, à tester un jeu et de donner son ressenti. Après, il a plus fait des vidéos un peu humoristiques où il avait des invités, où il trollait un jeu, où il mettait en avant un jeu, et c'était vraiment cool. Et donc, c'est là que tu arrives et tout. Et moi, je trouve, ce qui m'impressionne, c'est qu'à chaque fois, tu te rajoutes encore un poids. Enfin, tu vas me dire que c'est pas un poids, putain, c'est ouf ce que je veux dire. C'est pas un poids, mais pour moi, je le vois comme un poids. Ce qui est assez révélateur, mon lapsus, c'est qu'en gros, quand tu arrives sur Paname, tu dois essayer de réussir. Ouais. Et rapidement, tu décides de prendre ton petit frère de 11 ans qui habite au Havre et de l'héberger chez toi et de l'élever. Ouais, ça veut dire que tu rajoutes encore une responsabilité sur tes épaules qui sont déjà bien larges. Ouais, mais ça s'est fait quand j'étais bien installé sur Paris. Combien d'années après? Je crois 3 ans. 3 ans après, d'accord. 3 ans, je me suis marié. Moi, je voulais me marier tôt parce que je connais Paname, tu connais, ça grouille de gonzesses, etc. Et je voulais pas être un gars qui passe de gonzesse à gonzesse. Je voulais vraiment me stabiliser dans ma tête, donc je voulais me marier très tôt. J'ai eu la chance on est tellement différents. Tu voulais te marier tôt? Ah oui, en fait, quelque part, ça t'apporte un cadre. Moi, j'aime être cadré. T'aimes être cadré, ok. Ouais. J'avais peur d'aller à gauche à droite et faire nimp, etc. Mais en même temps, t'aimes faire nimp. T'aimes être libre. Sur scène. Ouais. Tu vois, mais faire nimp... Après, il y a plusieurs définitions de faire nimp. Il y a nimp... comment dire je voulais pas outrepasser mes règles de morale. Tu vois, l'éducation qu'on m'a donnée. Je voulais pas outrepasser ça. Et tu vois, quand tu connais Paris, c'est Wild Wild West. Tu le défends comme si tu parles de Paris comme si c'était Sodome et Gomorre. Quoi. Non, tu connais cette ville. Mais quand tu viens du Havre, il y a une tu connais le démon, il fallait que je me marie vite. Mais quand je viens du Havre, pour moi, Paris, c'était une dinguerie, quoi.
Ça allait trop vite. Déjà, tu arrives à Châtelet, tu vois le monde, tu serres, tu dis, mais ils vont où? Où vont-ils? Mais- Nos Havre, tout le monde va dans la même direction. Ils vont partout. Ouais, c'est vrai que Paris, ça peut déstabiliser quand t'arrives et tout. Et du coup, tu te retrouves avec rapidement, tu te maries, Ouais, je me marie et je vais. 3 enfants assez rapidement au final, Ouais. et plus ton petit frère. Donc ça te fait 4 Quatre. enfants à charge, mec. Mhm. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ouais, mais tranquille. Quand je te dis, tu dégages ce truc de grand frère, c'est assez fou. Mais déjà, pourquoi tu prends ton petit frère avec toi? C'est ça ma question. Parce que mon petit frère, c'est le plus jeune de la famille. Ouais. Et il avait 11 ans à l'époque. Et il y Tes a parents, une- ils ont dit, on n'en peut plus. Franchement, prends-le, s'il te plaît. Prends-le. 1 mois, 2 ans, Quelque pour la part. vie. Juste prends-le. Ouais, mais surtout, ça allait lui mettre un meilleur cadre. Tu vois, mes parents commencent à être âgés. Donc je me dis, je veux pas qu'ils. Tu m'as dit qu'il commençait à faire des bêtises au Havre. Pas vraiment, mais le cadre havrais est pas sain, quoi. Tu vois, quand t'as un enfant de 11 ans et puis t'as tous les grands frères qui vont travailler, qui ont leur famille, exactement, tu te retrouves quasiment seul chez ta daronne, etc. Tu peux être tenté par ce qui se passe dehors et c'est très facile au Havre d'être tenté par ce qui se passe dehors. On a encore des jeunes là, malheureusement, qui ont pris des mauvais chemins. Donc moi, je voulais que mon petit frère soit sous mon aile et qu'on puisse avancer. Je check sa scolarité, etc. J'essaie de lui donner l'éducation que mes parents m'ont donnée. Et gaulerie, quoi, surtout que le faire kiffer. Tu vois, j'ai fait plein de choses avec mon petit frère. Je sais qu'au Havre, j'aurais pas pu partager ça avec lui. Aller voir des matchs de foot à l'étranger, Ça vous a me rapproché. casser. Ouais, exactement ça. Mm. Même si par moments, fallait jongler entre petit frère et daron, Mm. c'était technique, tu vois, parce qu'il fait des conneries, c'est un enfant. Mais j'aurais été son grand frère, mon père sera En plus, là, tu m'as j'aurais dit gaulerie. que tu l'as récupéré, il avait 11 ans. C'est comme si tu avais un enfant qui a de 11 ans direct. Exactement. Level 11. Je l'ai eu au level 11 et c'était technique à gérer, mon frère. Mais Bah c'était ouais. tellement marrant. Tellement marrant. Ah, putain, je sais pas si marrant c'est le mot qui me viendrait. Mais là, du coup, t'as 4 enfants à charge. Ouais. Ça va, tu gères ou Ouais, alhamdoulilah. t'arrives à dormir un peu? Ouais, dormir. Tu m'as dit avec ma femme, Dormir. on est collègues. Ouais, T'as ça, rigolé c'est à une dormir. PME. Dormir ce mot. Il me manque tellement. C'est vrai? Ah ouais, non, mais tranquille. On se dit que c'est que temporaire. Ensuite, ils vont grandir. Voilà, ils vont. Je préfère faire 3 enfants en bas âge rapidement Mais que de faire un enfant après être dans ce cycle pendant 10-15 ans. Je veux pas. Je préfère que ce soit un cycle comme ça pendant 6-7 ans et puis au revoir. Mais pour ceux qui te connaissent, moi je trouve que tu dégages vraiment ce truc de grand frère. T'occuper de gens plus petits que toi, j'ai l'impression que c'est vraiment ton rôle, quoi. T'es fait pour ça. J'arrive pas à l'expliquer. Et tu m'as dit, Moi, je vois pas. tu m'as dit, je sais d'où ça me vient. Ah oui. Et tu m'as dit, je te dirai Attends. pendant le podcast. Ce côté grand frère transmission, non? C'était ça, non? Transmission, Ouais. moi je trouve assez protecteur. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, ça vient de Salsa, tout simplement. Hmm. Salsa, qui est, comme j'ai dit, c'est le boss du label Dine Records, c'est mon grand frère. C'est vraiment, comme je dis, moi j'ai qu'un grand frère de sang, mais Salsa, c'est mon deuxième grand frère. C'est vraiment la personne qui m'a montré, je sais pas si t'as l'occasion d'aller voir, tu regardes les interviews de We Hustle, là, le gars là qui fait le Changeman. Si des fois je vois des extraits sur les Des réseaux. extraits. Il a fait une interview Salsa. Ok. Je vous invite à aller regarder pour Ok. voir un petit peu le personnage parce que son personnage est très large et il a quelque chose en lui, il insuffle la motivation, tu vois. Et tout à l'heure, je le disais, Salsa m'a transmis ça quelque part et dès que je vois quelqu'un, j'aime le motiver, et c'est naturel, hein. Je suis même pas dans l'ostentation ou autre, j'aime le pousser, tu vois, un côté coach et c'est naturellement ça qui me l'a donné ça. Et mon D'accord. daron aussi. Mon daron aussi, c'est vraiment un gars, il m'a dit, vas-y, fonce. Dès que ton daron te dit fonce, pas de limite, t'inquiète pas, aie confiance en toi, ça va vite. Pas mal. Mais j'avoue, moi aussi j'aime bien faire ça. Mais peut-être moins que toi. Mais j'aime bien encourager les gens. Ouais. ouais. Après, je suis pas un prêcheur. Hein. Faut pas que tu me Non, croises dans tu la prêches rue. pas, mais tu vois le potentiel chez quelqu'un. Mm. Et du coup, tu essayes de le pousser vers ce que tu sens qu'il est fait, en Bah, fait. tu vois, t'avais les humoristes du labo là au Paname et j'ai géré le labo pendant X années et je leur disais, vous prenez pas la tête. Si c'est marrant, tant mieux. Si c'est pas marrant, tant mieux aussi. Vous mettez pas la pression, restez concentrés sur votre taf, enregistrez-vous et puis après, mais venez pas juste pour faire un selfie. J'ai fait une scène au Paname. Non, venez pour travailler et kiffer. Et tu vois, c'est différent quand tu as une approche où tu as quelqu'un qui te dit quelques mots, qui te cadre un petit peu avant de monter sur scène. Mais Donc c'est il cool. devait dire, c'est qui lui? Pourquoi il me fait là? Mais des fois, ça t'arrive de fauter. Moi, un jour, il y a un humoriste qui m'a dit, dis-moi la vérité, était comment mon passage? Et j'ai fait Dis-moi la vérité. ouais, j'ai fait l'erreur de lui dire, ah, je te cache pas, c'était un peu de la merde. J'ai fait cette erreur-là et je m'en suis excusé. Et même, je me rappelle, c'est Farid qui m'avait repris. Il m'a dit, viens voir, ne dis jamais à quelqu'un qu'il a fait de la demeure. Si Farid dit ça, mon gars, c'est que vraiment, t'as dû être vénère.
vénère dans la manière. Je pense pas que j'ai dit dans la manière de le dire, Ouais, mais je pense que t'es pas quelqu'un de méchant. Mais... c'est le mot à ne pas sortir quand un stand-upper sort de scène, quoi. Ah, mais après, c'est bizarre que le gars il dit franchement, qu'est-ce que t'en as pensé dans le sens où il a insisté. on fait un métier où on voit direct si c'est marrant, si c'est pas marrant. Tu vois, je veux dire, t'as pas besoin de demander l'avis aux autres. Bien sûr. Si ça a rigolé, bah voilà, et si ça a pas rigolé, tu sais que c'est pas marrant. Pas besoin d'avoir une troisième personne. Bah, au fait, quand tu commences le stand-up, tu sais pas vraiment comment ça se passe. Ah bon? T'apprends les codes. Les codes, tu les apprends par les erreurs. Et les codes de quoi? Les codes de ce que je dois demander si ça s'est bien passé. Des fois, t'es pas lucide. Toi, on connaît beaucoup d'humoristes qui sont pas lucides, oui, c'est vrai. qui font des passages où ça rigole pas et après ils sortent, il y avait une belle écoute. Frérot. De toute façon, les gens qui sont pas lucides, c'est pas toi qui vas les rendre lucides. Bien C'est sûr. ce que je veux dire. C'est Bien pas sûr. toi, et si tu leur dis non, c'était pas ouf, ils vont te dire, ils vont toujours défendre leur truc. Non, non, c'était pas. Et c'est un chemin, la lucidité. Hein. C'est pas. C'est un chemin. Moi, à un moment, je voyais pas que je stagnais. Tu vois, ce côté où tu as ton passage de 7 minutes qui fonctionne et tu restes dessus pendant 1 an et demi. Frérot, je voyais pas que je stagnais. Je changeais juste un mot, une phrase et je pensais que j'avançais. Non. Et t'as ton sur et tu restes assis sur ton sur. Non, parce que si je teste, j'ai peur de bider. Non. Depuis que j'ai plus peur, entre guillemets, de bider, mais en fait, bider, c'est qu'un temps. Si t'as la fibre humoristique, bider, c'est qu'un temps. Tu vois que ça fonctionne pas, tu changes et t'avances. T'avances, tu moves et tu parles. Surtout, t'es ouvert à la conversation et les gens te conseillent et ça te permet de consolider ton passage. Non, tu me stresses là parce que moi j'ai du mal à écrire des nouveaux trucs. Donc, en fait, là, ça me parle beaucoup trop ce que tu es en train de dire. On revient sur les enfants. Ouais, donc tu m'as dit tu gères 4 enfants, c'est beaucoup de taf. Tu m'as dit aussi que c'est une PME. C'est une PME. Ma femme c'est une collègue. D'ailleurs je l'ai entendu comment tu lui as appelé tout à l'heure. Tu m'as dit Verino, il m'a beaucoup aidé indirectement parce que pour ceux qui nous écoutent, on avait fait un podcast en détente avec Verino et Verino, il a élevé l'art d'éduquer des enfants comme une passion, quoi. Il aime vraiment ça. Il a des techniques. Je lui ai dit d'écrire un livre. Et ouais, je pense que son podcast a pu aider pas mal de gens. Votre échange, c'était fou. En plus, moi, j'aime écouter tes podcasts quand je suis sur la route. Ils font pile poil 2 heures. Et quand je vais en Normandie, chez ma mère, c'est 2 heures. C'est parfait. Et je l'écoute avec ma femme sur le retour. Et c'est cool parce que ma femme, c'est la première fois qu'elle entendait quelqu'un qui a le même métier que son mari expliquer comment il gère et vit le truc. Parce qu'elle elle avait du mal avec ton métier? Pas vraiment. Pas vraiment, mais elle pensait qu'elle n'avait pas d'exemple, entre guillemets, même si elle connaît pas vraiment Verino, mais elle n'avait pas vraiment d'exemple de réussite d'un mari qui gère son foyer, plus le stand-up à côté, etc. Et moi aussi, j'avais pas d'exemple de cadre. Et Verino l'entende dire, bah, moi, je kiffe comme ça avec mes enfants, ça me fait un petit moment de vie entre 7h et 8h. Et, parce qu'avant, des fois, en tant qu'humoriste, tu peux être, entre guillemets, égoïste, en mode, je suis rentré de scène, il est 1h30 du matin, je vais pas me lever à 7h pour les gosses. Tu vois, mais si tu te forces et t'es motivé à te lever à 7h du matin, déjà tu passes un moment avec tes gosses, tu les déposes à l'école, c'est un kiff, tu t'allèges un petit peu, madame, vous partagez un petit peu des tâches quotidiennes, tu reviens avec avec une petite pâtisserie ou autre. La journée commence différemment, tu peux aller te recoucher, tu vois, entre 9h et 11h ou écrire ou aller au sport et faire la sieste l'après-midi et les récupérer à 16h. En fait, ça m'a cadré un petit peu en mode motive-toi, réveille-toi. C'est pas tu te lèves à 11h midi, ta journée elle est déjà morte. Le temps que je me réveille, je me brosse les dents, je regarde les news, j'écris un petit truc, il est déjà 16h pour les gosses. Je préfère la commencer. Ma life. Quand tu vas avoir des gosses, ça va changer ta life, je te le dis, mon gars. Tout le monde me dit ça. Elle va totalement changer et en bien. Crois pas que c'est un mauvais poids, mes enfants. Je te jure, c'est un bon poids parce qu'en termes d'inspiration et ce que je vis, ce que je découvre avec eux, c'est un autre step. J'ai l'impression d'avoir passé un autre niveau dans un jeu vidéo. Tu vois, on dit dorénavant, t'as des autres armes. Tu vois, tu dois protéger ça. Ouais. Et t'as des nouveaux pistolets. Et c'est trop stylé. C'est des nouveaux pistolets. Et tu m'as dit, j'ai peur de percer parce que avec les tournées, je vais m'éloigner, je verrai pas mes enfants et je ferais tout pour les emmener avec moi si je pouvais. Exactement. J'avais cette crainte d'un coup que ça pète pour moi et je me retrouve à... Je vais te donner un conseil. En général, de mon expérience personnelle, quand on a peur de percer, on perce pas. Voilà, ça c'est mon vécu. Non, mais j'avais un peu ce truc, j'avais peur de passer moins de temps avec mes enfants.
Ok, donc je me suis promis une chose, peu importe ce que l'avenir me réserve, je ferai en sorte de passer le maximum de temps avec les enfants. Si je pars en tournée, ils partiront avec moi. Medine est un exemple pour moi sur ce point-là. C'est un artiste qui prend ses enfants au maximum, qui voyage avec eux, qui les emmène en tournée, etc. On voit sur les réseaux, il a une famille qui a l'air vachement soudée. Exactement. Et ça m'inspire beaucoup sur le fait que artiste et vie de famille peut être... parce Bien que sûr. je vois beaucoup de familles qui se détruisent parce que le daron n'est jamais là. Je regardais le docu de Dadju il y a 2 jours. Ouais. Big up à lui, comme si je le connaissais. Salut Ouais. Dadju, je le connais un peu. Tu vois un petit peu ces enfants qui disent papa, je veux que tu restes 1000 jours et 1000 nuits. Attends, mais je dois partir en tournée. Et tu vois que sa femme lui fait un peu de reproches. Et finalement, sa femme est contente qu'il y a le Covid. La tournée s'annule, donc il va rester à la maison, etc. Et tu vois le poids de tout ça. Donc moi, je me suis promis d'essayer de prendre mes gosses au max. Si demain, il y a des tournées, etc. J'ai eu la chance de prendre ma fille sur un festival 2-3 dates à Mayotte. J'ai été 10 jours, elle avait 1 an et demi. Ma femme me dit non, la prends pas. J'ai dit mais écoute, t'as Jason qui prend sa fille, laisse-moi y aller. Donc on était 2 papas, Jason et Wam, on avait pris nos filles. Il y avait un troisième humoriste, Charlie Niobé, qui était avec nous. Et frérot, comme on a kiffé notre voyage, c'était tellement romain de voir nos filles kiffer sur la plage, etc. Si l'autre enfant de l'autre humoriste a à peu près le même âge, quasiment, ouais. du coup, ça lui fait une copine. Ils avaient 2-3 ans d'écart c'est trop bien. et depuis, ma fille demande de ses nouvelles et inversement de l'autre côté. Donc c'est un voyage vraiment qui nous a marqué et surtout ils ont laissé une belle impression là-bas. J'y suis retourné 1 an après et ils m'ont dit comment elle va, comment elle a grandi, etc. Donc c'est vraiment cool. Là j'étais à La Réunion avec mon petit neveu justement. Ouais. Pareil, je l'ai emmené avec moi à La Réunion parce qu'il connaissait pas sa famille et j'avais une date là-bas. Je me suis dit vas-y. Et t'as vu sur je l'emmène, il va découvrir La Réunion, il va découvrir sa famille et il découvre ton métier. Et il découvre aussi et franchement il a trop kiffé. Et je vois que ça les fait grandir, je vois que ça le fait évoluer. Et pareil, il y avait un autre humoriste, Brice Lee, que je salue, qui avait son enfant, qui a le même âge que mon neveu. Du coup, ils sont devenus potes. Et il était trop content quand on allait à une scène. Il disait, est-ce que Brice Lee, il ramène son enfant? Est-ce qu'il ramène Noam? Il s'appelle Noam. Ouais. Est-ce qu'il ramène Noam et tout? Et il faisait plein de bêtises, tu vois, mais il a trop kiffé sa life. À un moment donné, les petits, c'est des ouf. Je passe dans un couloir et je l'entends, il parle avec son pote. Et je sais pas ce qu'ils font, mais j'entends qu'il dit, t'inquiète pas, mon tonton, il est là. Et au pire, j'appelle mon père. Et je dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Ça le fout, va. Et en fait, il voulait aller derrière la scène, mais il y avait un vigile. D'accord. Et mon neveu, il a dit, on se déguise en ninja et on passe. Et Noam, il lui dit, mais non, le vigile, s'il nous attrape, il va nous défoncer. Et là, c'est là où l'autre, il a dit, t'inquiète pas, au pire, j'appelle mon père, il y a mon tonton, il est là. Ils sont fous, les petits. C'est top, des scénarios de ouf. Et j'ai eu la chance aussi, j'ai pris ma fille sur une journée de stand-up. Où ça? J'avais une date à Reims, genre à 14-15 heures. Et je l'ai mis sur le panier du Vélib. Je te jure, je suis parti jusqu'à Gare de l'Est, on est revenu de la date à Reims et c'était un samedi, donc j'ai enchaîné toutes mes dates du soir, j'ai fait tous les comédie clubs, tu connais la petite tournée, tu passes un peu partout, et 3-4 comédie clubs à la grave kiffé. Et maintenant... Mais ils s'ennuient pas dans ces moments-là? Parce que moi je vois des fois des humoristes qui ramènent leurs enfants, ils sont assis sur une chaise, ils attendent que leur papa y passe. C'était la première, donc elle était un peu euphorique, tu vois. Je pense que si je la ramène une seconde fois, c'est vrai que ça peut être différent. Même si je l'ai ramenée une seconde fois, et elle s'est pas vraiment ennuyée parce qu'elle découvre des gens, elle revoit aussi des gens, elle est très bien accueillie dans les comédie clubs, donc je kiffe. Et moi c'est même Verino, c'est Verino que j'avais vu avec son fils au Madame Serfati, son fils qui se tapait des barres sur ses blagues, son grand-fils, et j'avais grave kiffé. D'accord. Tu m'as dit aussi, ce qui est marrant, c'est des fois tes enfants ils reproduisent des choses que toi tu fais. Ouais, j'aime trop quand tu m'as dit, je vois que c'est notre photocopie. C'est abusé. Hein. Sérieux? Frère, t'es choqué. Chez ma fille, comme je t'ai dit, en ce moment, elle dit, dès qu'elle est étonnée de quelque chose, ça fait wesh, c'est quoi ça? Ta fille a dit wesh. Et franchement. Elle a quel âge? Elle a 4 ans. Elle a 4 ans, elle dit wesh? Ouais, après, je vois pas wesh comme une insulte. C'est vrai que c'est pas un mot commun. C'est pas un mot. C'est pas un mot exactement. Méga courant, quoi. Exactement. Wesh, il est où le bibon? Ça doit être des barres. C'est trop. C'est ça mon code de Noël. Mais le pire, c'est quand elle l'a sorti un matin. En mode wesh, il fait déjà jour. Ça, franchement, j'ai explosé. Elle a dit wesh, il fait déjà jour. Elle a dit wesh. Vraiment la phrase de chômeur, quoi. J'ai dit, t'es vraiment la fille de ton père. Il fait déjà jour. Vraiment la fille de son daron. Vraiment la phrase de chômeur. Je crois que je rigolerais, mais je lui dirais, essaye de pas redire ça, quoi. Ah, elle est trop marrant. Oui, bien sûr. Mais après, c'est la comme je t'ai quand dit, même, quoi. Comme je t'ai dit. Wesh, il fait déjà jour, elle a dit. Comme je t'ai dit, ma fille, si tu veux que son comportement change, je vais pas lui dire d'arrêter de le dire. Je vais juste changer mon comportement et ça va être ma photocopie, elle va le changer. Mais tu m'as dit, souvent, quand ils font des trucs comme ça, toi et ta femme, vous disputez pour savoir de qui elle tient. Bah, moi, je mets tout sur le dos de ma femme à chaque fois. Ça tout le temps.
Tout le temps, je dis ça, c'est toi, ça. Tous les trucs mauvais. Et dès qu'elle fait un truc brillant, Genre. ah, la fille de son papa, regarde-moi ça, elle fait comme moi. T'as vu, Genre t'as quoi? vu, elle range trop bien sa chambre, t'as vu, elle est ordonnée comme moi, t'as vu, oh, c'est trop bien. Et elle a enlevé ses chaussures et la prof, elle était super contente. Elle a dit qu'elle dessinait très bien. Et ça, c'est moi, ça. Ouais. Mais par contre, dès qu'elle dit une dinguerie, elle a pas d'équilibre, gros, tu mets tout sur le dos de la femme. Elle a pas Des d'équilibre. fois, elle tombe, j'ai dit, regarde-moi ça, tête en l'air comme ça, daronne. C'est trop marrant. Wesh, il fait déjà jour. C'est J'arrive fou. pas de cette phrase. Mais le matin, quoi. Le matin, je lève le volet en mode perquise. T'as traversé une épreuve aussi qui était assez dure, tu m'as raconté à un moment donné. Quand ton petit, il était tombé malade Ah ouais, c'était technique, ouais. et il est parti à l'hôpital. Ouais, c'était technique. Et Ben, c'était vraiment chaud. c'est là que tu vois que en tant que parent, tu peux passer par toutes les émotions. Autant c'est kiffant, etc. Ouais. Mais des fois, Ça peut être le meilleur comme le pire, en fait. Exactement, quoi. Et tu te Ça peut remets être en le meilleur question comme le sur pire. plein de choses, sur la life. Donc, tu te dis, vas-y, faut profiter dans tous les cas. Faut Et profiter. qu'est-ce qu'il a eu, ton petit, alors? Il avait quel âge? Et, il avait 9 mois. 9 mois, putain, c'est méga tôt. Ouais, c'est 9 mois. Ouais, et une maladie. Il devrait y avoir un minimum avant de tomber malade. Non, ça. 9 mois, tu tombes malade. mais voilà, c'est la vulnérabilité, ça. Qu'est-ce qu'il avait? Je sais pas si j'ai bien prononcé le mot. Une petite affection, c'est un grand mot, mais une grosse affection pulmonaire. Il m'a dit le pronostic vital était engagé. Ouais, c'était chaud. Même là, j'y repense un petit peu, c'est technique, mais vas-y, si on s'étale pas trop sur le sujet, ça peut être cool. Mais c'était une grosse épreuve pour ma famille, pour ma femme et moi, et surtout sa sœur qui était là aussi, qui voyait qu'il était pas là. C'est vrai que pour les autres enfants, ça doit être dur aussi. Faut l'expliquer. Il y a toute une logistique à mettre en place. Faire garder la petite parce que tu fais que des allers-retours à l'hôpital, etc. Il n'est pas resté un jour. En plus, il est resté un long moment là-bas. Mais c'est bien. Je pense que ça a forgé sa personnalité à mon fils. C'est devenu vraiment un battant. Et quelque part, tu vois, moi, je pense que je pense que ça a forgé sa personnalité à 9 mois. Bien sûr, c'est un bonhomme de ouf. À 9 mois, tu penses que ça peut jouer sur la personnalité future? Bah oui, quand tu te cognes, etc., tu dis, vas-y, j'ai connu pire. C'est rien, ça. C'est un street, mon fils. Tu crois? Ah ouais, non, c'est un bonhomme. Est-ce qu'on a des souvenirs? Est-ce que ça reste un souvenir? Bah, je pense que oui, hein, quelque part. Hein. Je crois que le corps a une mémoire. Et toi, est-ce que tu en tires des choses positives de ouf. de ce Ah truc-là, ouais, magnifique. Honnêtement, je pense que déjà ça rassemble, ça ressoude aussi, même si on... Quand il revient à la maison, après, comment t'es heureux? C'est trop bien, c'est trop bien. Et, heureux. Et d'un côté, c'est bien parce que t'as aussi des nouvelles de tout le monde, et t'as des avis, t'as des conseils, t'as des invocations aussi, c'est vraiment cool, t'as plein de gens qui te... T'as des invocations? Ouais, t'as plein de gens qui prient. Qui prie pour toi dans Naruto. Un jour, j'ai dit ça à Abdelhamid, je crois, de première rencontre. Il rôdait pour chercher une place dans son quartier. Il me dit, je trouve jamais de place. Et je lui dis, attends, je vais faire des invocations. Et je commence à faire ça, tout ça. Il me dit, je pensais que t'allais prier. Et Naruto, ils font ça, ils font des invocations pour. Et lui, il pensait que t'allais prier pour trouver une place. Exactement, il a explosé de rire. C'était notre premier fou rire. Allez, on part sur un truc un peu plus euphorique. Moi, tout à l'heure, je te parlais de toi en disant que pour moi, tu respires la liberté. J'ai découvert le manga One Piece que le monde entier adulte, mais moi je connaissais pas et je l'ai découvert là en regardant la série sur Netflix. Ouais. Et toi, je sais que tu es fan de One Piece, tu as toujours le chapeau de paille et tout, dans plein de photos. Fadili Camara, rends-moi mon chapeau. Ça fait 6 ans qu'elle m'a volé mon chapeau. Elle va me le rendre. 6 ans, depuis sa captation à la Cigale. Waouh! C'est une voleuse. Que tu l'as partout, dans tous tes voyages et tout. Et maintenant que je regarde la série, je te jure que je vois une ressemblance avec toi. Je vois pourquoi t'aimes ce perso. C'est un perso qui a soif de liberté, qui a envie de vivre des choses. Et qui se pose pas de question. Pour moi, toi, t'es un kiffeur. Ouais, tu veux vivre. Parce que, je te jure. Pour les gens qui nous écoutent, il y a une partie de lui dans laquelle on n'a pas abordé, mais qu'on va parler. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les voyages, qui aime l'aventure, qui part avec un sac à dos, qui dit je traverse la France en stop, je vais en Algérie. On peut dire qu'il partait tout seul. Parce que depuis que je suis daron, ma maintenant, femme. Tu le fais plus. Un peu moins, beaucoup mais moins. Mais c'est totalement One Piece. C'est une soif de liberté c'est ça, non-stop. C'est déjà, ça. tu quittes le Havre, tu pars. Après, là, tu te dis vas-y, je me fais un voyage. Dès qu'il y a une aventure, j'ai l'impression que t'es le premier à partir. Bah, je pense que ça forge aussi la personnalité. Des fois, tu te cherches un petit peu et surtout, tu veux aller rencontrer autre chose qu'on te montre. Tu vois, on te montre souvent des choses à la télé et finalement, où t'as beaucoup de préjugés. Moi, sur l'Algérie, j'avais beaucoup de préjugés très jeune. Oh, les Algériens, c'est des fous, tu connais, tu vois. Et donc, je vais là-bas, frérot, tous déconstruits. Pap. Et je reviens choqué. Et même eux sont choqués parce que je suis un gars... Tous déconstruits. C'est ouf. T'es parti vérifier par toi-même. En mode petite enquête. Tu vois, t'écoutes la télé. La Russie, je voulais pas y aller. Okay, j'ai été à la T'as fait la Russie aussi? J'ai fait la Russie, ouais. J'étais à la Coupe du Monde en Russie, mais vraiment, j'ai pas fait... On est d'accord, c'est des racistes, les Russes. Bah, c'est le gros préjugé que j'avais. C'est comme si tu regardais un reportage sur la France et on te montrait que Porte de la Chapelle. T'as pas envie d'y aller, mon gars. Et alors? Bah, totalement déconstruit.
Je te jure, la Russie, mon gars, ça m'a mis 2 gifles. Parce que j'ai pas été à Moscou. Hein. Non, j'étais au fin fond de la Russie. J'étais à Yekaterinbourg. C'était pour la Coupe du Monde 2018. D'accord. Au fin fond, j'ai choisi cette ville parce qu'il y avait un match de l'équipe de France et un match du Sénégal. T'es parti en stop comme d'hab en mode Pékin Express? Non. Parce que des fois, il fait ces délires-là. J'ai vu les pays limitrophes de la Russie. J'ai dit non. Parce qu'en plus, nous, nous, tous les ronds font ça. Avant de choisir un pays, avant d'aller dans un pays, sur Google, on tape noir Russie pour voir dans les actus, voir s'ils ont pas tué, s'il y a du racisme, etc. Mais il y en a en plus là-bas. Il y en a, bien sûr, il y en a. Mais si tu t'arrêtes sur les reportages de Bernard, enquête exclusive, etc., je crois que tu vas pas trop voyager parce que tu vas paniquer. Ben, je voyage pas trop parce que je regarde tous ces reportages. Bah voilà. Qui sont plutôt bien faits. Il dit un peu la vérité, Bernard. Mais c'est ouais, t'as cette soif de liberté. Je lui dis, toi, tu fais du stand-up, bon, tu kiffes. Mais je sais que si demain on te propose un tour du monde, sac à dos, gourde, direct. Et si ton petit il est chaud. Ah, je fonce. Oh là là. Magnifique. Ton petit frère et ton petit. Le voyage avec mon petit frère là, que j'ai fait en stop, j'ai grave kiffé, mon gars. Ouais, donc faut dire aux gens, donc t'as pris ton petit frère de 11 ans, qui avait quel âge à l'époque? 11 ans. 11 ans, d'accord. Ah oui, direct. Le mec, il est arrivé à l'appart. Ouais, je déballe pas ton sac à dos. Je te jure, ça faisait 2 mois qu'il était chez moi. Et t'es reparti à Madrid. Ouais, on est parti à Madrid voir la finale. En stop. Parce que je suis un fan de foot. Aussi, ouais, faut le gros fan de Liverpool. Ouais, et Liverpool est en finale face à Tottenham en 2019 à Madrid. Et j'avais des places, mais j'avais pas d'argent pour le billet d'avion. Et je me suis dit, vas-y, let's go, mon gars. One Piece. Je t'ai dit One Piece, il est parti. Là, j'ai vu la série, il est parti, il voulait être le roi des pirates, il a même pas de bateau. Et ben là, c'est toi. Même pas de moyen de transport. Mais ce qui est fou, c'est que tu arrives à faire des dingueries. Je veux dire, j'ai vu des photos. Moi, je connais pas trop le foot, je suis pas, mais j'ai vu que tu as soulevé la coupe. Ouais, ça, c'était. Comment t'arrives devant cette coupe déjà? Je sais pas, du culot, de l'audace. Du culot, tu veux dire. Beaucoup de culot, un peu d'audace. Et on y arrive. Un cocol. Non, mais sérieux, il y a que toi qui fais ça. Comment t'arrives devant une énorme coupe avec ton petit frère devant des joueurs de foot, je crois, avec. Dinguerie. Comment tu fais ça? Pour de vrai, je veux vraiment savoir. Ah, tu veux savoir? Ouais, vraiment? Parce que je comprends pas comment c'est possible. C'est très simple. J'arrive devant les stewards et je lui dis, je suis le frère de Sadio Mané, l'un des seuls Renois de l'équipe. Et j'ai subi le racisme positif. Vraiment, il m'a regardé. Il a regardé Sadio, il m'a regardé, il m'a dit vas-y. Et moi, je suis reparti en mode, c'est ça qu'on veut dans les entretiens d'embauche. T'es tellement malin. T'as dit, je suis le frère d'un joueur connu, on t'a laissé passer. Ouais. Là, c'est malin de ouf. Et il venait de gagner, donc t'as vu, t'as l'euphorie, t'as toute la famille des joueurs qui est sur la pelouse. Donc, quelque part, ils ont déjà laissé passer des gens. Donc, et les autres joueurs, ils pensent que t'es quelqu'un de la famille d'un autre joueur. Non, donc, quand tu demandes des photos, Ah ouais, quand je suis sur la pelouse, bien sûr, ils m'ont tous fait des photos. Je suis là, je suis dans le cercle, donc c'est fini, je peux plus sortir. En plus, je suis avec mon petit frère, donc il y a une preuve d'innocence. T'as un enfant qui est là, tu peux pas recaler un enfant. Il a 11 ans, il est là, il a le maillot, il regarde, on veut descendre. Tu vois, ils ont dit, ah oui, sûrement, je peux pas dire non à un enfant, je vais le tuer. Waouh, et t'as fait cette photo. Ça m'a fait penser au gars qui a eu une polémique, la Salt Bay, qui s'est incrusté à la Coupe du Monde. Ouais, mais lui, c'est un forceur, lui aussi. Vas-y. Mais toi, t'as fait pareil, non? Non. C'est parce que moi, je connais pas c'est quoi la limite entre toi et lui. Honnêtement, moi, je suis resté très. Je garde la distance parce que je respecte l'intimité des joueurs. Il a couru après Messi. Ouais, et il a attrapé le bras. Toi, t'aurais jamais fait ça? Jamais de la vie, frérot. jamais. Ça se fait pas? Mais non, ça se fait pas. Mais laisse le gars, il vit le meilleur moment de sa vie. Pourquoi t'arrives, tu veux s'accaparer sa lumière? Arrête, frérot. Doucement, il était avec son photographe, il l'attrapait, il lui tenait le bras, après il prenait la coupe. On ne propose pas la coupe, la prends pas. Coupe du monde. Mais toi, tu l'as pris comment, la grosse coupe que j'ai vue là? La coupe, j'ai demandé. Donc t'as fait la même chose, ça le fout. Non, mais attention, j'ai demandé en mode poliment, quoi. En fait, il y avait une queue de gens, il y avait une queue. Non, j'ai pas vraiment demandé, mais il y avait une queue. Tout le monde prenait une photo, chacun à leur tour. Donc je me suis mis dans cette queue-là, avec la famille des joueurs. D'accord, donc t'as fait la queue, ok. La queue, et puis voilà, j'ai demandé à mon tour, et puis ils m'ont pris en photo, et puis c'était cool. Mais ouais, c'est que j'ai vu ces photos-là, mais tu m'as vendu beaucoup de rêves parce que tu m'as montré que tout était possible en fait, et il suffit d'y aller. Et... Je me rappelle, tu t'es envoyé un message, je dis mais comment tu fais? Mais comment je t'avais envoyé ça sur Instagram, parce que t'es vraiment malade. Cette partie de toi m'inspire vraiment beaucoup. Cette partie de toi qui aime l'aventure. Non, je te jure que je l'ai pas. Parce que tu pars en voyage, j'ai vu tes vlogs, etc. Mais tu rigoles, je pars en voyage, moi c'est dans un hôtel, tout est cadré, il n'y a rien de... je pars avec un sac à dos. Tu laisses pas de place au hasard. Pas de place au hasard, moi je vis dans la sécurité, ma vie je la traverse en rasant les murs. Mon but c'est d'atteindre l'objectif, de finir ma vie en étant en vie, pas prendre de risques. Finir ma vie en étant en vie, mais c'est que ça... Oui, pardon. C'est pas logique ce que je veux dire, c'est je prends pas de risques. Non, mais je pense que... je veux finir le jeu, mais je veux pas avoir un bête de score. Et je crois que c'est ça. C'est triste. Tout ce que tu racontes sur scène, c'est toutes les fois où tu as pris des risques, Seb.
toutes les fois, j'ai vu ton spectacle, toutes les fois, à part les histoires d'actu, etc., toutes les fois où tu racontes des petits trucs, parce que tu veux juste pas te prendre la tête. T'aimes bien, t'es dans ton petit cocon, etc. Peut-être qu'il y a une forme de protection que tu cherches. C'est vrai, mais partir, faire Paris en stop jusqu'en Algérie sans savoir où tu vas dormir, c'est trop bien. Je te jure, c'est quand même fou. Déjà, comment tu trouves les gens qui vont t'héberger? Genre, t'arrives en Algérie. Oui. À partir de là, comment tu je me servais des réseaux. Déjà, je l'annonçais plusieurs semaines à l'avance. Je crois que je vais aller en Algérie parce qu'il y a des Algériens dans la place. Tu connais, ça va vite. Et je dis, ouais, t'inquiète, tu vas là-bas, viens chez moi. J'ai dit, franchement, je prends aucune réservation à l'avance. Le mec qui faisait un peu l'Eurostar, je préfère être sur place et puis voir un peu les gens. Donc, quand j'étais à Alger. T'as eu 0 soir en galère? Non, jamais. Wow. Et franchement, je les remercie parce que j'ai pas payé une fois la bouffe et j'ai pas payé une fois l'hôtel. Waouh. C'est fou. Et arrivé là-bas, t'as une autre image Russie aussi. Russie aussi. Ah, mais ça a changé. Tu vois que l'hospitalité, elle est humaine en fait. Elle est humaine. Partout, t'as des gens mauvais comme t'as des gens bien. Et puis là-bas, les gens bien, c'était vraiment cool. Et je suis retourné en Algérie il y a 2 mois pour le festival algérien. Et j'avais rencontré une personne qui m'avait accueilli chez lui, Yanis, big up à lui, qui était, lors de ma première venue, il était en train de monter son resto. Il m'a dit, s'il te plaît, quand tu reviens en Algérie, tu viens dans mon resto. Et là, je suis reparti dans son resto. Et j'ai ramené tous les humoristes. Mais vraiment, j'avais ramené toute l'équipe. Parce que tu m'as dit que t'aimes beaucoup renvoyer l'ascenseur. Comme t'es un mec qui demande beaucoup de l'aide, t'es quelqu'un qui donne aussi beaucoup. On me donne, je pense que la vie, c'est un ping-pong. Tu vois ce que je veux dire? Tu donnes, boum, boum, boum. Tu m'as dit cette célèbre phrase que je te laisse dire. Dis-moi. On est des montgolfières. Ah ouais. Pour monter, faut lâcher du sable. Pour monter, faut lâcher du poids. Ah, faut lâcher du poids. On est des montgolfières. Ouais, si tu veux aller plus haut, lâche. Et je pense que moins tu t'attaches à ce que t'as, et David, je veux pas faire le philosophe, le moine, etc. Mais moins tu t'attaches à ce que t'as, enfin, de matériel. Hein. Faut s'attacher à ses proches, etc. Mais au matériel, à ce que tu possèdes. Sensei Sulu. On n'emportera rien avec nous là-haut. Je veux dire, on dirait même pas que je suis stand-upper. On dirait vraiment. Je t'ai dit, t'es dans tu vois un peu le délire. T'es le grand frère. On relâche tout et on s'élève. Lâche ça. Pose ta taille folle. Il n'a aucune valeur. C'est vrai, hein. Quand les années passent, le prix chute. Les gars comme toi, ceux qui poussent le talent, motivation un peu au max, ils ouvrent des sectes après. Ils font une secte. C'est l'étape d'après. Exemple? Il y en a plein. La première étape, c'est aie confiance en toi. Oui, mais t'as des exemples historiques. Deuxième, c'est suis-moi, etc. Et la troisième étape, c'est donne-moi ton argent. Tout ça n'a aucune valeur. Donne-moi ton RIB. Cet iPhone n'a aucune valeur. Là où nous allons, tu n'en as plus. Cette femme m'appartient aussi. Exactement. Et fou comme ça, ouais. Mais non, j'irai jamais. Enfin, j'espère. Enfin, non, pas du tout. Comment t'espères? Voilà, d'où t'as le doute. Enfin, j'espère. Je sais pas où ça va nous mener, mais. Et donc, dans tes voyages, les gens sont super. Est-ce que t'as une belle rencontre qui t'a marqué? Particulièrement plus que les autres dans ces voyages? Ouais, il y en a tout le temps. Je t'ai parlé de Yanis. Yanis, l'Algérien, vraiment au top. Dans chaque pays, à chaque fois, c'est... Ouais, Yanis. Franchement, je vais retenir vraiment Yanis. Après, au Qatar, dernièrement, il y a Abdelrahman qui m'a accueilli, qui était le fils de l'ambassadeur de France au Qatar. Si j'ai bien prononcé le truc. Et pourquoi cette rencontre-là t'a marqué? L'ambassadeur de Qatar en France, pardon. Le fils de l'ambassadeur du Qatar en France. Parce que le gars aimait vraiment son pays et voulait vraiment montrer que son pays était vraiment cool. Et ce qui est marrant, c'est qu'un soir, je suis au Qatar et pour la Coupe du Monde. Et il me dit, dis-moi, t'es où? Je viens te chercher. Et il vient me chercher avec une Rolls, mon gars. Et on monte dans la voiture. Il met Tonton du Bled de Rimka et il me dit... Moi aussi, je suis un mec du 9-3. Et il accélère dans Doha à 200 km/h. Et il me fait kiffer, il me montre un peu tous les bons côtés. Donc, gros big up à lui et sa femme Fatima. Et est-ce qu'il y a eu des mauvaises rencontres? Genre une de tes pires rencontres de tes voyages? Ouais, mais je préfère pas me mettre la lumière Allez, raconte un peu. Là, tu nous vends du rêve depuis le début. T'as forcément eu des galères aussi. Oui, il y a eu des galères, frère. Il y a eu des galères, mais c'est... Ouais, t'as toujours un gars. Il y a un gars, il a essayé de me faire un truc mystique quand j'étais dans son camtar. Genre, et ça, tu pouvais pas le raconter? Franchement, je vais pas préciser le pays. Je précise pas le pays. Je précise rien du tout. Je te jure la vérité. Ça m'a vraiment choqué. Je te jure. Et ça, t'allais pas le raconter? Routier, je monte dans son camion et il me dit, vas-y, tu peux le poster sur la couchette derrière. Et j'étais cuit. Ça faisait au moins 4 heures que j'étais au bord de la route. J'étais au soleil. Je monte dans le camion, hein, et il conduit. Et je sens sa main
Je te jure, je sens sa main et il dit, toi, gros matériel. Et j'ai dit, écoute, descends. Il t'a dit, toi, gros matériel? Toi, gros matériel. Et je sens sa main qui cherche à aller vers la salle. Pendant qu'il roule? Pendant qu'il roule. Et moi, je suis de côté là, je sens sa main aller vers... Il cherche à aller vers la salle de jeu. Il cherche la manette. Et il dit, toi, gros matériel. Et là, je sors, je dis, frérot, laisse-moi sur le côté. Mais ou sinon, t'aurais pu juste continuer de rouler et dire non, par contre, moi, je suis pas de ce côté-là. Je suis pas de ce côté-là. Non, mais c'est mort. Juste emmène-moi là où je dois aller. C'est mort, aller. parce que la paro qui rentre dans ta tête à ce moment-là, oui. Faut fermer l'onglet le plus rapidement possible. Mais le gars, il a une paire de couilles de ouf, parce que franchement, un gars de 2 mètres, un gars de 2 mètres balèze. Et attention, il faut une paire de balles. Finalement, je suis resté sur le bord de la route la nuit pendant facile 2 heures. Je n'avais pas de caisse. 2 heures. Et j'aurais pu être 2 heures avant ma destination. Et je me suis dit, vas-y, je m'arrête là, c'est mieux. Et quelque part, j'étais partagé. Parce que tu dis, tu sais pas ce qu'il peut me faire, ce gars-là. Ça se trouve, je m'endors, il va me droguer, il va me faire un truc, je vais me réveiller, je vais être attaché. Tu descends, frérot, tu descends. Tu prends pas la tête, descends direct. Je commence à me reposer. Et tu vois, j'étais un peu de dos comme ça. Tu vois, quand t'es de dos comme ça, et puis tu sens la marée. Ouais. Et je dis, oh, tu fais quoi là? Ouais. Tu fais quoi là? Ah, t'as dû péter un câble. Je te connais. Tu fais quoi? Elle va où ta main? Là, c'est vraiment parce que c'est filmé. Elle va où ta main? Mais je vais pas plus loin dans les détails. Et puis là, je me suis dit, descends, je me barre. Et je me suis tapé des barres. Quand j'ai appelé mes potes, qu'est-ce qu'on a rigolé? Tu l'as insulté? Bien sûr, tu l'insultes. Mais t'es pas obligé de l'insulter, il a tenté sa chance. Il tentait quoi, frérot? Qu'est-ce que tu tentes? Qu'est-ce que tu tentes? Qu'est-ce qui t'a montré que tu pouvais tenter? Il y a rien d'attirant dans moi, frérot. Il y a rien d'attirant dans moi. Si ta femme, elle peut dire des trucs. T'es marié, t'as une femme. J'ai un corps de langouste. C'est son style, poteau. Il aime les fruits de mer. Qu'est-ce que je te dis? Il était comment, le gars? C'était un mec balèze ou... Même pas, franchement. Il a une gueule de boîte à gants, frérot. Vas-y, frérot. En fait, je sais même pas pourquoi je rentre dans les détails sur des trucs comme ça. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça le bâtard. Non, mais parce que t'encourages les gens à partir comme ça, faut dire aussi, il y a des dangers. Bien sûr. Tu peux tomber sur des ouf. Mais moi, je vois que c'est un privilège aussi pour moi, parce que je suis un grand Renoir, etc. Je suis pas un gars qu'on peut victimiser ou agresser. Je sais que de l'autre côté, il y a une catégorie de personnes, par exemple les femmes, malheureusement, ne peuvent pas faire les mêmes choses que je fais. Et ça, c'est triste aussi de le dire, en fait. Tu vois qu'une femme ne peut pas voyager comme ça en toute sûreté, peu importe le pays. Hein. Même là, une femme qui fait du stop de Rony à Paris, c'est compliqué pour elle. C'est vrai. C'est fou. T'es parti à Dubaï, donc t'as fait le voyage Paris-Espagne avec ton petit frère de 11 ans. Ouais. Et t'es parti au Qatar, tu m'as dit, avec ton daron de 70 ans. Ouais. T'aimes trop faire découvrir les choses. T'aimes trop faire kiffer les gens. Je pense que kiffer tout seul, c'est pas pareil quand tu partages. Mais t'as raison. La vérité, t'as sué pour quelque chose, tiens, goûte ma sueur. Moi, je suis pareil que toi. Des fois, on m'offre des trucs et je redonne aux autres. Je donne, je fais croquer. Et sans ostentation, la vérité, je cherche même pas à m'attirer les lumières ou quoi que ce soit. Oui. Mais la meilleure des choses que j'ai pu faire, c'est faire kiffer mes ramps. Et ça, franchement, j'en suis tellement fier. Mais tu leur en es tellement redevable quand vous parlez avec Soulo, du coup, j'allais dire John. Avec Soulo, il y a tellement un respect et tu te sens tellement redevable de tes parents. Je pense qu'il faut, quoi. Tu te sens tellement C'est mon moteur, mes ramps. Honnêtement, c'est au-delà de mes enfants, c'est vraiment mon moteur, mes ramps. De par le choix qu'ils ont fait dans leur vie, c'est des personnes qui ont changé. Et je veux même pas les appeler immigrés, je pense que c'est des comment on appelle ça Déjà, ton daron, tu m'as dit, il a un parcours, il a tout quitté pour venir en France. C'est fou. Du Sénégal. Ma mère, pareil. Il a tout quitté. Pourquoi il a tout quitté? Et je te parle pas de tout quitter en 2023, je te parle dans les années 70. Donc, tu vois plus ta daronne, t'as pas de fast time, tu t'envoies des lettres, elle est analphabète, t'es analphabète. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun moyen de communiquer, c'est des cartes téléphoniques, les lignes, c'est pas comme avant. Pourquoi il a tout quitté? Est-ce que la vie là-bas était vraiment si dure que ça? Bien sûr, frérot. Frère, j'ai vu mon village. Mais bravo, papa. C'est vrai? Bah oui. J'habite pas à Dakar, moi. T'habites où? J'habite au fin fond du Sénégal. C'est comme si je te disais, j'habitais au fin fond de la France. Dans un endroit où... au fond de la montagne. Tu vois? J'habite à la frontière du Sénégal. Donc il a tout quitté seul ou il est venu avec ta mère? Non, dans un premier temps seul. Et après il a dit, il faut venir. Tu viens d'imiter mon daron, sale bâtard. Non, excusez-moi. J'ai senti un accent seul. Oui, il y avait l'accent, mais en fait c'est une blague de... J'envoie un message à Lenny Bunga tout de suite. Merci. C'était une blague de qui déjà? De Fabrice ou de Tom Angel, je sais plus. Il disait qu'à un moment donné, il y a plein de Renois qui sont arrivés en Bretagne. Ouais. Et il y a eu une vague d'immigration en Bretagne, il y a eu beaucoup de Bretons. Et il y en a été, le premier il est parti, on a dit aux autres, faut venir, la Bretagne, ça vous gagne. Je sais pas ça, pardon. Mais
Déjà, le périple pour venir illégalement en France, il est déjà assez difficile. Ouais. Une fois qu'il est là, Je pense que c'était beaucoup plus facile dans les années 70. Et lui dit vas-y viens. Je pense que c'était beaucoup plus facile dans les années 70. Enfin, je vais pas dire logistiquement, mais en termes d'accueil, parce que la France avait besoin d'émigrer pour reconstruire la France. Okay. T'avais tout le boom automobile, etc. Ouais, donc ça recrutait beaucoup chez Renault, etc. Il y avait beaucoup exactement. Donc il facilitait les procédures Donc finalement, ta mère, elle est venue légalement. Elle a pas suivi le même périple. Ouais, il a charbonné, il a payé un billet d'avion, elle est venue, etc. Okay. C'est beaucoup plus facile pour elle de la faire venir. Parce que s'il lui disait viens, tu traverses ça, après tu prends la mer, après tu peux. C'est un truc de bonhomme. C'est une galère. Ouais. Après, c'est un truc de bonhomme. Les femmes sont beaucoup plus bonhommes que nous, mais c'est beaucoup plus risqué pour ma mère de faire ça, quoi. Et donc, il est venu, et ouais, je te sens vachement reconnaissant envers lui d'avoir pris tous ces risques pour pouvoir avoir la vie que tu as aujourd'hui, quoi. Ouais, et encore, mon objectif aujourd'hui, et l'objectif de mes frères et sœurs aussi, c'est de faire mieux que le daron, quoi. Tu vois, il nous a offert une chance, donnons une meilleure chance à nos enfants. Tu rends ce qu'on t'a donné. Exactement. Toujours. On a toujours, finalement, quand je parle avec toi, il y a toujours ce truc qui revient. Il faut. De je rends ce qu'on m'a donné. Il faut, mon ami. Il faut de ouf. Et ton daron, donc tu le 70 piges, tu l'emmènes au Qatar. Tu m'as dit, il a fait du jet ski, il a kiffé sa life. C'était des bars, Seb, je te jure. C'était tellement des bars, c'était fou. C'était... laisse tomber, mon gars. Laisse tomber. T'avais pas peur pour son âge de lui faire des trucs comme ça? Quelque part, oui, mais après, il y a mon côté insouciant et mon côté foufou. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, papa, viens, on fout la merde. Viens, on fout la merde. Et je lui parlais. L'accélérateur, c'est là. Je lui parlais comme jamais je lui ai parlé, mon daron. Et je voyais qu'il était chez là, je voyais qu'il était détendu, donc c'était vraiment. Finalement, tu l'as connu vraiment à ce moment-là, au final. C'est exactement ça, parce qu'on a eu des conversations que j'ai eues avec lui, quand il me racontait un peu sa jeunesse, ses choix, ce qu'il ressentait pour moi. Ça, il me l'avait jamais vraiment dit. Là, il était pudique. Ouais. Là, tu vois, il y a une pudeur africaine. Maintenant que j'ai fait du jet ski, je peux te dire que je t'aime, mon fils. Maintenant que tu m'as emmené au casino. Ce qui m'a fait vraiment rire, c'est après le voyage, il pensait que j'étais blindé, il m'a dit achète-moi un 4x4. Non. Et ça avait tellement fait rire, oh je te jure. Il t'a dit achète-moi un 4x4. J'étais tellement bordé. Blindé. Bah ouais, mais ils ont pas le même recul que nous sur ça. Achète-moi un 4x4. et moi, je lui dis mais il n'y a plus rien, ça y est, c'est fini. On était dans le jacuzzi en plus. Il dit regarde, l'argent est dans les bulles, c'est fini. Dans les jacuzzi. Ah ouais, il était en mode par la meuf dans le jacuzzi. En mode Tony Montana. Ah, mon fils, achète-moi un 4x4. Je suis fier de toi. Maintenant, essaie de m'acheter un 4x4 pour le pays. Ah, c'est fou. Et il l'a eu. Tu lui as acheté un 4x4? Bah, avec le frère et sœur. Ça coûte combien un 4x4? Bon, c'est un petit 4x4 tranquille, on lui a pris un petit Toyota. Tu connais? Non, c'est pas, c'est un Toyota, mais je me rappelle plus, mais on lui a pris une marque un peu comme ça. Et il puisse se déplacer tranquillement au doublé. Et du coup, t'as appris à le connaître pendant ce voyage, tu as posé des questions, c'est là où t'as raconté un peu ouais, c'est trop d'art. Franchement, c'est là, faut vraiment je pense qu'il faut vraiment pousser la discussion avec nos parents. Ils ont tellement de choses à nous dire. Moi, c'est un de mes grands regrets dans ma vie. J'aurais aimé parler avec mon père, parce que finalement, il est mort, et lui et moi, on n'a jamais parlé. Comprendre ses blessures. Comprendre ses échecs, comprendre ses choix. Le moi d'aujourd'hui. Parce que le moi de l'époque, j'étais trop jeune, je m'en battais tellement les couilles. Je me souviens quand on avait cette grosse discussion. Le moi d'aujourd'hui, j'aurais aimé lui dire, poto, qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu en arrives à là? Qu'est-ce que tu as connu? C'est quoi ta life? J'aurais aimé le comprendre. Là, j'ai un profil psychologique que j'arrive à faire de lui, d'après les éléments que j'ai, parce qu'on a vécu ensemble dans la même maison, mais on ne s'est jamais parlé. Quand t'as pas les réponses, c'est relou. Bah ouais, ça va. C'est un manque, on va dire. C'est juste dommage, on s'est croisés dans cette vie sans se connaître. Ça n'a aucun sens, alors qu'on était dans la même maison et personne n'a parlé avec l'autre. Ça n'a aucun sens. Mais j'aurais aimé parler avec cette personne et comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Mais à l'époque, j'avais pas la maturité d'aujourd'hui, ni l'intelligence, ni je connaissais pas l'humain comme je le connais maintenant, et j'aurais pu mieux comprendre. Mais c'est dommage. Mais c'est pour ça que ça me parle beaucoup, la discussion que tu as eue avec lui. Je trouve que c'est trop bien de... Mais je l'ai eu avec ma grand-mère à La Réunion. Ok. Ma grand-mère, je vais souvent à La Réunion depuis tout petit. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais vraiment parlé au final, tu vois. Et là, les quelques années où j'y suis allé, là récemment, depuis ma rupture, j'étais seul du coup là-bas. Et donc on a commencé à parler, premier degré. C'était comment la vie à l'époque? Vraiment, qu'est-ce que t'as connu? Tu vois, elle avait pas d'eau, elle allait à la rivière et tout. Et puis tu sais, ils sont très croyants là-bas. Elle me disait des fois, elle oubliait des trucs dehors la nuit. Elle dit, bah je vais pas le récupérer. Parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est dehors, il y a des fantômes et tout. Je dis, bah laisse tomber. J'ai oublié ça dehors, bah ça sera demain. On le récupérera demain s'il est encore là. Ça me butait de rire. C'est trop marrant. Je lui demandais c'était quoi les trucs qui te faisaient peur, etc. Et c'est vrai que ce genre de conversation est vachement enrichissante parce que on se rend compte de la chance qu'on a aujourd'hui, d'évolution du monde. De ouf. Ouais, c'est trop intéressant. De ouf. Et je crois que c'est hier, ouais. Il y a une phrase aussi. Moi, ça m'a permis, entre guillemets, de me rendre un peu plus fort. De connaître
mon daron un peu plus. Et j'espère, même ma mère, hein, tu vois, parce que ça m'a poussé aussi à aller dans la discussion avec ma maman. Tu vois, de voir un peu comment elle a pu gérer émotionnellement le fait de quitter sa mère ou la rencontre qu'elle a pu faire avec mon daron, comment ça s'est fait, Comment elle a son vécu arrivée ça, en du coup? France, sa gestion. Elle a regretté quand elle est arrivée en France? Non, pas vraiment. Je pense elle a été prise par la confiance, quoi, tu vois. Elle avait vraiment... et eux, leur objectif, c'était de miser sur les enfants et je pense qu'ils ont bien fait. Après, tu m'as dit donc, du coup, après tout ce qu'il t'a donné, pour toi, c'est normal de prendre, de prendre en charge ta famille. C'est naturel. Tu m'as dit, après, tu m'as dit, c'est l'éducation occidentale qui est comme ça, qui est pas comme la tienne. Tu dis, des fois, j'entends, ouais, moi, mon père, il me donne de l'argent. Jamais de la vie. J'entends mon père, il me donne de l'argent, ou j'entends quand je suis avec mes parents, c'est eux qui payent le resto. Je dis, mais jamais de la mort. C'est même pas de la vie, jamais de la mort. Mon père, il paye. Dès que je suis arrivé à Dubaï, je lui ai dit, mais donne-moi ta CB. Tu la touches pas, frère. Tu touches pas. T'es mon daron. Eh ben. J'ai graillé son argent depuis que je suis tout petit, j'ai graillé son oseille. Même si c'était un choix, c'était son choix, tu vois. Que je sois là, j'ai graillé son oseille jusqu'à que je suis quelqu'un de sevré, de mature, qui arrive à me gérer tout seul, qui arrive à gérer de l'oseille. Maintenant, pose cette carte, viens, on kiffe. Pas mal. Après, moi, je suis dispo, si tu veux repartir. Ah, putain. Du coup, là, je reviens sur ton spectacle. Tu m'as dit, donc, tu étais au point virgule. Tu as fait une pause. Ouais. Tu as voulu réécrire parce que tu sentais que tu n'étais plus trop en accord avec tes anciennes blagues et tu as envie de te renouveler et que tu as évolué dans l'écriture aussi. Moi, c'est ça, en fait. J'ai mieux compris mon métier. Quelque part, tu vois, mieux savoir écrire. Et surtout que mes anciennes blagues, ouais, elles avaient 7 piges. Je pense qu'elles étaient plus en phase avec ma vie d'aujourd'hui. Il y a 7 ans, j'avais pas de gosse, je venais d'arriver sur Paris, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ma nouvelle vie et d'une meilleure manière. Aujourd'hui, franchement, j'ai des nouvelles blagues qui sont mieux rythmées, etc. Et les alliés aux anciennes, je pense que ça fait un peu mystique. Au début, je voulais vraiment les rehausser, les anciennes blagues qui parlent un peu de ma personnalité, où je me présentais un petit peu. Mais j'ai plus vraiment envie de mettre ça en avant. Donc, je me suis dit, écoute, pause le premier spectacle. Même pas pause. Franchement, honnêtement, je l'ai mis à gauche et je repars sur un autre truc avec mes nouvelles armes. Parce que l'expérience du stand-up te permet d'avoir des nouvelles armes à force de faire des scènes, de rencontrer des humoristes vraiment bons. Et là, je suis vraiment content parce que j'ai une vibe où des gens m'ont dit, je vais pas dire la vérité, mais m'ont dit les choses en mode, il y a un gars, je vais pas te dire qui c'est, mais qui m'a dit, tu serais pas marrant dans la vraie vie, je t'aurais dit d'arrêter le stand-up. Mais t'es hilarant dans la vraie vie, donc continue à faire du stand-up pour que tu sois hilarant sur scène. Ok, je sais qui c'est. Ça commence par un F? Non. Ok. Non, mais je veux pas dire qui c'est bon, cherche pas. Ok. Et du coup, ouais, donc là, tu kiffes beaucoup plus. Ouais, ça y est. Tu sens une évolution. Ça a totalement changé. Et à côté de ça, du stand-up aussi, t'as fait d'autres choses. Moi, je t'avais vu, on avait fait cette émission en solo avec Soulo sur Click. Tu faisais beaucoup de choses avec Click. Encore ou plus du tout maintenant? Plus du tout. Je me suis vraiment consacré au stand-up. Okay. J'étais un mec qui faisait un peu des trucs à gauche à droite. T'as vu, j'ai eu la chance de faire du ciné. Click, c'était vraiment une grosse partie de ma vie. C'était mortel. C'était une phase, ouais. Une grosse phase. On avait fait un podcast ensemble. C'était une émission plutôt. Une émission, c'était une émission, c'était 1 heure. Et c'était la première fois que avec allez voir l'émission, c'est Solo avec Sulo. C'est la première fois que Sem Melia se livrait. Il était de l'autre côté. Tu vois, c'était lui l'invité. Je m'attendais pas à avoir autant de retours. Ouais, j'ai eu beaucoup de retours, même dans les commentaires et tout. Et c'est marrant parce que les gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un peu comme toi, quand t'es venu me voir la première fois, t'avais l'impression que t'avais la solution au problème de ma vie. Tu dis, mais Seb, fais ça, et fais ça. Et dans les commentaires, y a beaucoup de gens aussi qui pensent avoir la solution. Si Seb, il faisait ça, il y arriverait. S'il faisait ça, nanana. Mais la vérité, tant que vous n'êtes pas dedans, c'est vrai. Et surtout, ce que j'ai aimé mettre en avant dans l'émission, surtout avec toi, c'est que tu te faisais beaucoup de préjugés sur les stand-uppers, l'avis qu'ils avaient sur Watt, et moi je voulais un peu déconstruire un peu tout ça. Et là, j'ai donné un peu la parole aux stand-uppers, vous allez voir dans l'émission, et tu vois qu'ils ont un avis totalement différent et qui ont surpris aussi Seb, et ça, j'ai vraiment kiffé le mettre en avant dans l'émission, et c'est ce que j'aimais aussi faire, ramener des petits mots. Je crois que quand j'avais eu Roman, j'avais demandé à un humoriste québécois qui l'avait fréquenté depuis longtemps de me dire comment était Roman avant, et Roman, c'était une surprise pour lui d'entendre ce qu'on pensait de lui quand il avait 18 ans, il était au Québec, etc. Donc j'ai aimé aussi
chercher toutes ces petites choses. Et surtout, cette émission, elle m'a aidé à mieux comprendre mon métier. Parce que moi, je prenais toujours des stand-uppers que je kiffais, qui m'ont fait peut-être rêver ou qui m'inspiraient. Et je les ramenais dans mon émission et ils me parlaient un petit peu de leur parcours. Et moi, ça m'inspirait. En fait, je me nourrissais un petit peu de tout ça. Et franchement, je remercie Click et Mouloud et toute l'équipe de m'avoir donné l'opportunité. Et j'ai fait ça pendant 2 saisons. C'était mortel. Mais moi, pareil que toi. Là, je fais ce podcast-là. Putain, à chaque fois, je ramène tout à moi. J'ai envie de me tirer une balle. Mais c'est parce que ça résonne en moi, les gars. C'est pas souvent les gens disent il ramène tout à lui, c'est insupportable. Je suis désolé, c'est pas de l'ego, c'est juste que ce qu'il dit, bah ça résonne en moi. Et pareil, j'essaie toujours, tu vois, de tirer des choses. J'invite des gens que j'adore, qui m'inspirent, et j'essaie de tirer des leçons. Tu vois, par exemple, toi, c'est ta soif de liberté. Mais c'est les rencontres qui m'inspirent beaucoup. Avant, on avait Nino qui avait la politique du Yes Man, qui m'inspirait beaucoup. Et j'essaie de grandir avec les épisodes. Mais c'est les rencontres qui font ça. Et c'est pour ça que je vais toujours vers les gens. Ça me permet quelque part de m'ouvrir un peu plus. Après, t'as des tarbas partout, mais les tarbas, ils te permettent de fermer les portes de tarbas. Tu vois, t'es obligé de passer par là. Tu peux pas qu'avoir que des gars cool dans tes rencontres. Ah, si on pouvait. T'as tourné dans un film avec Omar Sy. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? Le film, c'est Tirailleurs. Ouais, je l'ai pas vu. C'est un film historique finalement sur. Exactement. C'est sur la Première Guerre mondiale, sur un père qui va sauver son fils, père qui est joué par Omar Sy, enrôlé de force lors de la Première Guerre. J'ai déjà dit Première Guerre mondiale. Le fils qui est joué par Alassane Diong, qui est autre que le neveu d'Omar Sy dans la vraie vie. Et c'est un film vraiment qui me tient à cœur parce que c'est un film qui est entièrement en peul, qui est ma langue natale. Mes parents m'ont toujours parlé peul, moi, et tourner un film dans lequel où tout est joué en peul, j'ai des scènes en peul, et j'ai eu la chance d'aller... Je remercie Hélène et Omar qui m'ont invité au Festival de Cannes. J'ai pu ramener mon papa là-bas, et mon père, c'est la première fois que j'allais au cinéma de ma vie avec mon père. Jamais été au cinéma avec mon daron. Tu l'as fait faire une vie, mon gars, tu l'as emmené au Festival de Cannes. Imagine le goal dans la vie. Tu vois, imagine le truc, tu prends ton daron et tu vas voir projection, il va voir ton premier film. J'ai quelques scènes cool, tu vois, où j'ai un échange avec Omar, d'autres scènes où il y a même mon pote d'enfance qui est dans le film, qui est dans ce film-là, Ibrahim. Et c'est un vrai kiff parce qu'en fait, c'est l'histoire de nos arrière-grands-pères. Ça t'a touché cette histoire-là? Moi, je suis descendant de tirailleurs. Mon arrière-grand-père a combattu, et quelque part oui, parce que c'est mettre une image sur leurs mots. Ouais, bien sûr. Et sur ton histoire aussi. Exactement, mettre en lumière aussi. Et je sais que la projection du film, la création du film a mis en lumière plein de choses, et malgré qu'aujourd'hui les tirailleurs sont très vieux, mais ils ont obtenu certaines réparations sur des choses. Ouais. Ça a fait le même effet. Ça a mis beaucoup de temps, parce que la France a beaucoup de mal des fois à reconnaître ses erreurs, il faut le dire. Ça a fait le même effet que le film Indigène. Que j'ai pas vu aussi. Mais à moindre échelle. C'était Jamel, quoi. Exactement. Fut un temps qu'il y a eu à peu près le même impact. Marocains? C'était exactement les indigènes marocains. Je sais pas si on les appelait les tirailleurs, mais je crois que c'est les indigènes marocains, les indigènes maghrébins. D'accord, ok. C'était comment de tourner avec Omar Sy, du coup? C'est un délire, Omar. Franchement, c'est vraiment un délire positif, quoi. Franchement, c'est fou, parce qu'au fait, tu vois tout ce qui représente, tout ce qui porte, et... c'est un destin. Exactement. C'est vraiment le terme, c'est un destin, ce gars. Je te jure. Rien qu'à le regarder, moi, ce que je kiffais avec lui, c'est qu'on se tapait des barres entre les prises. Et dès qu'il entendait le moment action, il nous donnait 2-3 conseils et rentrait dans le perso. Mais vraiment, d'une force, on comprenait pas. Trop mortel. Moi, je kiffais de ouf. T'étais pas impressionné de tourner avec C'était ton premier film? J'étais impressionné de tourner dans un film de guerre, de tourner avec l'un des plus grands acteurs français. On peut le dire. Et dans une grosse production française. C'était quand même fou, quoi. Bah oui. Toi, t'es là, t'as un petit soldat à côté, et t'as plein de Renois qui te ressemblent, c'est tes frérots, tu crées plein de choses, il y a des liens qui se... Et ça dure 3 semaines, c'est exceptionnel. Trop bien. Franchement, trop bien. Dans un petit village français qui s'appelait 9 mai. Je me rappelle même plus comment ça s'appelait. 9 mai, un truc 9 ou un truc comme ça. Je t'avais demandé si dans ta vie d'aventurier, tout ce que tu as traversé, si t'étais arrivé des choses un peu insolites, un peu bizarres et tout. Et il y a juste une anecdote qui m'a marqué, qui m'a fait taper des barres. Tu m'as dit, j'ai essayé d'acheter une PlayStation sur le Bon Coin. Et j'arrive au rendez-vous et c'est un traquenard. Je te jure, mon et le mec me sort un couteau. Un schlass, le tarba. Donc on quitte... Un schlass, je vous jure, mais chaud ce que je vais vous raconter. C'est... Je l'ai raconté la première fois, tu vois, la scène de Yacine Bellous.
Je l'ai raconté là-bas, et avec plein de blagues, etc. Parce que moi, sur le Bon Coin, je me fais appeler Jean. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus facile. Tu sais, les gens sont plein de préjugés quand tu mets ton vrai prénom, Anna, elle va me barber, etc. Donc je me fais appeler Jean pour que ce soit beaucoup plus facile pour la transaction. Et ça me quelque part, ça me fait chier parce que c'est comme les CV anonymes. Tu vois ce que je veux dire? Ça me casse la tête. Et tu vois que tu vends plus? Moi perso, sur Vinted, j'ai mis une photo d'un beau gosse et je te jure que je vends tellement plus. Bah oui, parce que les gens, en fait, je pense qu'ils sont... Ils se disent, ça va, il prend soin de ses affaires, lui. Et moi, je te jure, j'ai mis un bête de beau gosse, mais que j'ai trouvé sur Google Images, un mannequin, en fait, photo pro avec l'arrière qui est flou et tout. Et ça passe de ouf. C'est fou, hein, tu vois, parce que les gens font confiance à l'image. Et sur le Bon Coin, j'ai mis une photo d'un autre beau gosse, mais je fais une petite parenthèse, d'un autre beau gosse avec une moustache, tu vois. Et un jour, je vends ma voiture, et il y a des Pakistanais qui sont intéressés, et ils débarquent à 10 Pakistanais. Ah, je me rappelle de cette histoire. 10 Pakistanais, mon gars. Et je dis, pourquoi vous êtes 10? C'est chelou quand même. Et ils me disent, parce qu'on a vu ta photo, on croyait que t'étais un gitan. Parce que comme j'avais une moustache, du coup, on s'est dit, on vient à plusieurs. C'était la BM que t'as acheté, ça? Ouais. Ouais, c'est fou. Et toi, raconte alors, donc t'arrives, tu vas acheter une PlayStation, t'arrives. Je suis en mode Jean, je discute avec lui, il voit une PlayStation à 14h, je dis écoute, je peux la récupérer à 18h. C'est un bolos. Ouais. Oh, il a dû être tellement surpris quand il voit Jean qui arrive. Eric, le gars. Il s'appelait Eric. Et quand il voit Jean. Est-ce que c'était vraiment une tête d'Eric ou c'est un comme toi, c'est un Jean comme toi? Exactement, il a fait le même type que moi. Et dès qu'on s'est vu, on a dit, t'appelles pas Jean, t'appelles Eric. Mais y a pas de souci, on a compris le code, on fait toujours la même chose. Et je dis, allez où la PlayStation? Et à son pote qui tient la PlayStation, c'est un carton PlayStation 5, il le pose par terre le carton, et je vois qu'il est vide. Et je vois qu'il est ouvert. Je dis, frérot, tu m'avais dit qu'elle était neuve. Qu'est-ce que tu fais? Et là, il sort un chlass, il me dit, donne-moi ton oseille. Je fais, oh, je pouffe de rire. Sérieux? T'as pas eu peur du couteau? Il était comment, le gars? Ils étaient comment, les deux, physiquement? Ouais, c'est des petits peu, quoi, 20 piges, tu vois ce que je veux dire. Mais balèze ou... Pas du tout. Je les aurais graille. En physique, les deux, je te jure, 2 chicken, bam, bam, je les bouffe. C'est des enfants, je te jure. Mais ils ont un couteau quand même. Ils ont un slash, ils sont déterminés. Je sens qu'ils sont pas eux-mêmes. Je crois qu'ils ont fumé avant. Tu vois ce que je veux dire? Pour aller au-delà de ça, je pense qu'ils ont pas tout. Ils ont pas toute leur tête. Et les gars me sortent un slash. Et moi, je pouffe de rire. J'ai dit, vas-y, les frères, moi, arrêtez vos conneries, vas-y, cassez-vous de là. Vas-y, allez faire ça à quelqu'un d'autre. Et je me tourne en mode, je me barre. Le gars, limite, il commence à me poursuivre, mais il me met un coup de flash et je l'esquive le coup de flash. Je dis, oh, là, t'es mort. Je lui dis, franchement, là, t'es mort. Et alors? J'ai insulté sa mère et je me suis dit, je voulais. Après, le coup de flash, j'ai réfléchi parce que je suis un daron. Je vais pas me prendre un coup de flash. C'est fini dans Canot Litchi, John Sulo, mes couilles, 3 gosses, aidez-le, sa femme. Je suis quand même un daron, donc j'ai reculé. Je suis remonté j'ai couru vite fait, le temps de l'esquiver. Je suis monté dans ma bagnole, je me suis barré. Ah, c'est une autre version de l'histoire là que tu nous vends alors. Quoi? Finalement, t'as couru au final. Frère, il a un schlass, tu veux faire quoi? Bah oui, tu m'as dit, moi je les graille, les deux, je les mange. Même avec un couteau, je les mange. Non, j'ai pas dit même avec un couteau. Au final, même, il a essayé de me mettre un coup de couteau, je suis parti. Non, mais frère, il y a un coup de chasse, le gars, il est drogué, il te fait fou. Ah oui, bah t'as raison. Frère, tu enclenches la marche arrière, tu recules. Tu recules. 2-3 accélérations dans le parking. Mais t'étais déjà dans la voiture? Non, ma voiture est garée un peu plus loin. Donc je cours vers la bagnole. La porte. Ou la bagnole. Tu démarres. Tu te casses. Ça met du temps. Tu te casses. Ça va vite. Hein. Putain. C'est des petits gogoles. Après, je me suis dit, bon. Tout à l'heure, je te disais que moi, j'essayais d'apprendre aussi beaucoup. Après, ce qui est marrant, c'est que je me dis, je vais pas mourir pour une PlayStation pour mon neveu. J'ai dit, ma blague, c'est mon neveu, je l'aime, mais je l'aime pas 500 € quoi. Ouais, bah oui, et puis c'est surtout ta vie, quoi. Tu vas te mettre en danger. Exactement. Putain, mais le Bon Coin, c'est dangereux, hein. Ah ouais, non, c'est technique. C'était où le rendez-vous? Ouais, c'est moi, j'ai été con. Je connais pas Paris. Tu vois, des fois, il y a des petites villes de Paris, je connaissais pas. Je crois que c'était vers Neuilly-sur-Marne, un truc comme ça. Ouais, bah ça va, ça craint pas de ouf. Bah ouais, non. C'est Neuilly-sur-Seine? Ou je sais pas, non, pas Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, c'est dans le nord de Paris, c'est Neuilly-sur-Marne, ouais. C'est dans le 9-3, profond 9-3. Mais j'étais teubé, quoi. Après, il y a des quartiers partout. Hein. Des fois, t'entends des petites villes cool, mais t'as toujours des quartiers... Enfin, ça se passe toujours pas dans les quartiers parce que le gars m'a donné rendez-vous dans un petit coin un peu tranquille, mais il faisait nuit. Il connaissait un peu le terrain. Il avait l'avantage du terrain. Sacré Eric. Et je disais ouais que j'essaye toujours de tirer des leçons à des podcasts que je fais, etc. et tout. Et la dernière fois, donc le podcast d'avant, c'était avec Nino Rial. Et Nino, lui, il m'a appris un truc, c'était la politique du yes man. Ouais. Ça veut dire que lui, il est ouvert à la vie. Et quand tu lui proposes un truc, il dit oui à tout. Et il se retrouve du coup dans des histoires un peu folles, tu vois. Mais un gars lui dit, je sais pas, viens, on va à New York, il y va. Viens, on fait ça, il le fait. Toi, je pense que t'es un peu dans cette politique-là aussi, non? T'es un peu dans la politique du yes man. Un peu, mais depuis que je suis daron, un peu moins. Ah? Parce que, depuis que je suis marié, tout court, de toute façon, parce que je peux pas me permettre de partir n'importe où sans consulter et sans, aujourd'hui, être un peu plus prévoyant. Ouais, c'est normal.
tout simplement. Mais moi, j'aime beaucoup cette politique du Yes Man parce que ça te permet aussi de... Je pense que nous, les stand-uppers aussi, on a besoin d'aventure pour s'inspirer, pour nous ouvrir, pour découvrir des choses, etc. Je pense que c'est super important. On est des artistes, donc il faut qu'on découvre des choses pour emmagasiner le maximum de choses et les raconter, même pour nos tiroirs, tu vois ce que je veux dire, nos références. Les années 90, les films, etc., ça a été un truc de ouf pour nous. Aujourd'hui, sur scène, tout le monde fait des petites références à ça, tu vois. Toi, je te vois souvent avec du kung-fu, etc. Sans ça, t'aurais pas pu avoir certaines gimmicks ou act-out que tu fais sur scène. Et je trouve que voyager, la politique du Yes-Man, ça te permet d'aller au-delà de ça. Mais moi, ma vie, en fait, c'est la politique du non-man, en fait. C'est que dès qu'on pose un truc, je dis non. Mais... C'est vrai, mais tu dis toujours non, c'est bon. Mais toujours non. Je sais pas combien de fois je t'ai invité à venir chez moi et t'as, je crois, refusé 2-3 fois. Arrête à dire, bon, ouais, je suis... Tu rigoles, la dernière fois, je t'ai monté une pergola. Oui, mais ça. Mais non, mais je te dis, inviter, venir grave. Vous connaissez ces gars? Il te dit, viens m'aider à monter un truc. Je te jure que c'est vrai. T'arrives, tu veux être sympa, tu commences. Il dit, attends, il y a ma daronne, elle arrive, je vais l'ouvrir, je reviens. Tu commences sans moi. Donc, moi, tu commences tout seul. Et mais je t'ai pas laissé tout seul 1000 ans. Mais tu m'as laissé au moins 20 minutes. Mais t'abuses. T'es revenu, j'étais à 50% de la pergola. Mais tu mens. Je te jure que c'est vrai. Tu mens. T'es parti super longtemps, tu te rappelles pas? Ma mère, elle était en bas dans le parking. Je suis monté les valises. Je me suis dit, il sait quel étage le parking? T'es parti super longtemps. Je te jure que c'est vrai. J'étais là en train de visser le truc. Je me dis, je me suis fait carotte. Je me suis fait carotte. Je te jure que c'est vrai. T'abuses. Après, t'es venu, tu m'as dit, tu te rappelles pas de ça? On avait bouffé de la pastèque. À la fin, oui. Ah ouais, c'était bien. C'était ta paye. J'ai fumé une pastèque. Oui, c'était ma paye. Je les fracasse. Une demi-pastèque tout seul, il l'a démonté. Et j'ai une passion pour les fruits qui est dévorante. Et du coup, ouais, donc j'ai dit, vas-y, je vais tenter cette politique du Yes Man. Allez, pour une fois, je change. On me propose des trucs. Bon, déjà, l'erreur, c'est de dire dans un podcast que je vais tenter la politique du Yes Man. Bah, c'est mort. Parce qu'après, j'ai reçu plein de demandes de gens qui m'ont dit, tu peux me donner des places vu que tu fais dans la politique du Yes Man et tout. Où il y a des meufs qui envoient des messages. La politique du Yes Man, c'est vraiment pour tout. Donc, je calculais pas. Mais il y a des propositions que j'ai dit oui. Genre, il y a un photographe qui m'a proposé de faire des photos à La Réunion. J'ai fait. Il y a des opportunités de travail aussi où j'aurais dit non, qui n'étaient pas payées. Et en général, je calcule pas. Et là, j'ai dit, vas-y, je vais tester, ça peut être sympa. Et au final, ça m'a ouvert d'autres portes sur d'autres choses. C'est ça, en fait. Donc, des fois, il y a un truc pas payé qui te rapporte un truc 2 fois plus payé derrière. C'est vrai, il faut donner pour recevoir. Et donc, voilà, trop content d'avoir testé ce truc-là, quoi. Je regarde pas du tout. Qu'est-ce que j'avais aussi? J'avais ça. Et après, non, ouais, je voulais raconter aussi que j'avais été jouer à La Réunion. Ah, mais ça, t'as dû vraiment... Bah, en plus, on en parlait souvent, quoi. Bon, je sais pas si je t'ai saoulé avec ça, en mode pourquoi tu joues pas à La Réunion, tu dis j'attendais que l'occasion se présente, saoulé, etc. Pouce rouge, les amis, pouce rouge sur ce podcast tout de suite. Non, j'appréhendais vachement de faire une date là-bas parce que c'est particulier pour moi. Et au final, j'avais trop peur que les gens ne comprennent pas les blagues, etc. Et laisse tomber, c'était une soirée de ouf, public en feu. C'était quand? C'était au mois de juillet, donc début juillet là. C'était incroyable, j'ai trop kiffé, j'ai emmené mon neveu. Et puis c'est trop bien de... Moi déjà, j'ai kiffé la rencontre avec les humoristes de là-bas. Déjà, être entre humoristes, moi j'aime trop parce que c'est des gens qui sont un peu comme toi, il y a toujours un peu les mêmes failles. Ouais. Tu retrouves quelque chose entre vous. Et puis tu rajoutes à ça le créole, qui est une langue qui me bute de rire. Qui me bute, je trouve que c'est trop marrant, l'énergie elle est trop drôle. Et donc moi j'étais là et je rigolais avec eux et juste... des fois je les écoutais faire des blagues entre eux et j'étais mort quoi. Ça doit tuer. Et c'est un peu ma Madeleine de Proust en fait. En fait, ce que tu dis, quand je l'entends, je me sens bien. Ce que tu dis, ça converge avec pareil avec ce que j'ai vécu. J'ai eu la chance de jouer au Sénégal. Il y a pareil, je crois que c'était en juillet quoi. Je dis pas de bêtises. Je suis sûr que le public il est ouf là-bas. C'est fou. J'ai adoré mon voyage au Sénégal. Je trouve que les Sénégalais, du peu que j'ai vu, ils ont beaucoup d'humour. Frérot, j'étais choqué. Honnêtement, première fois au Sénégal, j'ai jamais joué dans mon pays face à mes semblables. Tu vois, je faisais des blagues que les gens comprenaient directement. Tu vois, t'as un public. Et je me suis dit un peu dans ma tête, c'est ce que ressentent les Blancs quand on est dans un comedy club. C'est tellement facile de jouer face à ses semblables. T'as même pas besoin de forcer, c'est trop bien. Attends, t'es en train de me dire que quand t'es Renoir et que tu joues dans une salle où il y a que des Blancs, non, mais tu sens qu'il faut forcer un peu? Pas vraiment. Non, j'ai jamais dit ça. C'est juste que t'as des connexions naturelles qui se font, comme tu m'as dit, t'as vu avec... En fait, t'es à l'aise, je crois. Tu te sens à l'aise, tu te sens à ta place. Des fois, c'est juste des phases, des attitudes. Tu vois, nous, il y a des attitudes, il y a des regards qui sont communes à notre culture. Là-bas, je le fais sur scène, ça rigole direct. Ah, la daronne, elle a fait un truc comme ça sur les... Et là, c'est... c'est normal, tu vois, que c'est juste des petits trucs. C'est ton énergie, en fait. T'as compris. Ok, j'ai capté. Tu vois, et c'est pour ça que même moi, il y a des phases que... Des fois, je regarde des humoristes blancs,
Et je vois un peu le truc, des fois je capte pas, mais je vois que le public capte le truc. Et c'est normal, c'est deux cultures différentes. Après, j'ai la chance d'avoir les deux cultures, moi. Bah oui. Mais des fois, tu vois, t'as une petite barrière invisible qui te permet de pas te faire comprendre comme tu le voudrais. Trop bien. Non, c'est intéressant. Mais c'est tellement bien de jouer dans son pays, mon gars. Et j'ai trop kiffé. Et j'ai ramené mon petit neveu, donc avec moi, comme je te disais tout à l'heure, et il a rencontré sa famille. Et c'est fou parce que ça a trop bien matché, quoi. Enfin, c'est le neveu qui fout la merde ou c'est le neveu gentil? Parce que je sais que t'en as deux. C'est le gentil. L'autre, il fout pas C'est la le merde, deuxième. mais c'est une deuxième. petite terreur. Le numéro 2, c'est une petite Mais terreur. mon fils, c'est pareil. Mais c'est les... Je sais pas pourquoi. Mais les deux, là, les terreur. deuxièmes, c'est dégueudin dans la vie. C'est dégueudin. J'ai l'impression qu'ils veulent prouver. Bah oui, souvent c'est ça. D'après le profil psychologique, les grands frères, c'est l'aîné, c'est souvent le protecteur, le garant des lois. Le numéro 2, c'est le rebelle, justement, pour trouver sa place, en fait. Il doit en faire 2 fois plus pour trouver sa place, pour attirer l'attention, etc. Bah, il fait quoi, mon fils? Il vient vers moi, il fait... Aïe! Il te met un coup, tape et après il il dit crie aïe. Il porte plainte. Le gars me met des gauches et il porte plainte. Trop dangereux, ce gamin. Et voilà, c'était trop bizarre Il a 9 ans, et de lui présenter son arrière-grand-mère, elle l'avait jamais vu. C'est trop bizarre, dis voilà, bah, il a 9 ans et tu dois l'aimer. Et lui, bah, tu la connais pas, mais c'est ton arrière-grand-mère et tu dois l'aimer. Télécharge vite. Et ça a trop bien matché, direct quoi. Trop bizarre. Trop fort. Et il a trop kiffé et c'était trop stylé. Trop fort. Il a kiffé son séjour. Quand j'ai été au Sénégal, j'ai pris Wari avec moi. Wari Nichel, on est parti voir ma famille, on est parti voir ma grand-mère. Parti un peu voir les appartements et c'était trop bien de présenter mon collègue. On est parti à la boutique aussi de mon oncle qui tient une boutique de vêtements. J'ai vu les stories. T'as vu? Wari avec ses vêtements, il a joué avec un boubou de mon oncle sur scène et il a tout démonté parce qu'il a fait un passage en Wolof, qui est la langue nationale là-bas, et il a tout démonté sur scène. Il a réussi à parler Wolof, une langue qu'il ne connaissait pas. C'est Wari, tu connais. C'est un génie. C'est Abou Polyglotte. C'est vraiment, il est trop fort. C'est l'un de mes humoristes préférés, Wari. Je t'aime, Wari. J'aimerais l'avoir comme invité. Ah, il est exceptionnel, Wari. Il est dans 8 pays en même temps, le pauvre. Je te jure. Je t'avais demandé aussi, je voulais qu'on passe aux détails relous du moment. Est-ce que tu as un petit détail en ce moment qui te gêne, qui t'agace, que tu voudrais partager? Et tu m'en as donné 2. Tu m'as dit le premier, c'est j'ai du mal à tenir mon régime. Je suis faible face au sucre. Ouais, je te jure. C'est ça mon problème. Avant de venir, je suis passé au McDo. Je sais même pas pourquoi, frérot. Je sais même pas pourquoi. Et j'avais... Non, mais franchement, t'as vu, j'avais un McFlurry. Mais ça va, ça se voit pas. Parce que je suis grand, mais j'ai un sacré dodane là, mon frère. Je sais pas si vous voyez, mais mon gars, j'ai une bouée. Et quand je porte mes enfants, des fois, j'ai mal au dos. Alors que quand je me sens bien, quand j'ai quelques kilos en moins, quand je fais un peu de sport, c'est de la rigolade avec eux. Et je sens que physiquement, il faut que je sois au top aussi pour les enfants parce que j'ai envie de jouer avec eux, courir avec eux. Je veux pas faire le flemmard, allez-y, et puis les confier à quelqu'un d'autre qui joue avec eux, et puis finalement, ça brise un lien. Donc, il faut que je sois au top aussi pour eux jusqu'à qu'ils grandissent. Bah, il faut résister. Faut résister, mais ça merde la bouffe. Tu manges tout le temps. En plus, tout devant dans les comedy clubs. Ou c'est quand t'es à la maison, tu galères. Moi, c'est la nuit. Mon piège, c'est la nuit. Moi, mon piège, c'est les comedy clubs, je crois. Tu manges là-bas? Ouais. Et c'est tard. Donc, too late. Et je peux me prendre une petite boisson. Pas bon. Et quand je rentre à la baraque ou... Tu remanges quand tu rentres à la maison? Non, mais bah alors, ça m'arrive de... C'est ton repas du soir. Petite glace. Erreur. Le petit grignotage. C'est ça le pire. Le petit grignotage, c'est ce qui te fracasse. Ouais, ça et mon deuxième truc relou. Je crois que c'est moi qui est relou. Tu m'as dit parce que je suis trop maniaque. Ouais, je commence. Ma femme me rend fou quand elle ferme pas le frigo, elle range pas le beurre. Je suis trop sur son dos. Mais en fait, je crois que les rôles se sont inversés. Parce qu'elle me cassait la tête avant. Début de notre mariage, elle me cassait la tête en mode vas-y, tes vêtements, tes trucs, etc. Et moi, je lui dis vas-y, vis, wesh. L'appart, c'est pas Instagram, cousine. Tu vois, je lui dis wesh. Non, mais je lui disais, tu vois, il y a une catégorie de meufs, elles veulent que c'est un musée. Il faut pas que la partie bouge, il est propre, personne n'y touche. Je dis, mais il y a des enfants, il y a une vie, il y a moi, il y a les chaussures, tu vois, c'est pas le Louvre. Et elle m'est tellement rentrée dans la tête, en mode cette exigence, que maintenant, elle lâche un petit peu elle lâche un petit peu la patte. Et c'est elle qui range pas les trucs et moi je suis devenu un peu le keuf. Les rôles sont je sais même Comment pas ce qui s'est passé, je sais pas, c'est peut-être elle a moins de temps avec les enfants, elle a avec la petite, etc. Donc moi je lui ai dit t'as pas remis le biberon, en fait je fais le rôle où je m'aime pas dans ce rôle là. Je m'aime pas et puis c'est un mauvais côté de WAM qu'il faut que j'exorcise. Mais c'est bien parce que t'essayes vachement de t'améliorer, je trouve.
Dès que tu vois que tu commences à être relou pour ta femme, sur ça, par exemple, tu me dis, bah, je vais essayer d'être moins relou. Ou pour les enfants, tu m'as dit à un moment donné, je m'en occupais pas assez, je rentrais tard, je faisais la crasse mat, je me suis dit, c'est pas possible. Mais la faut que je remise en change. question, c'est la base de la vie. Bah si oui. tu te remets pas en question, si tu te repens pas, c'est technique, mon gars. Combien de personnes se remettent pas en question, plutôt? Bah, frère, je crois que c'est une richesse. Hein. Les gens qui ont la chance de se remettre en question, je vais pas me plaindre. Après, c'est sur certains points, peut-être sur d'autres, non. Moi, j'ai un détail relou en ce moment qui me rend ouf. Dis-moi. J'ai un voisin, je sais pas exactement lequel, là. Peut-être je sais pas si ça vient d'en haut ou d'en bas. Viens, on va le niquer tout de suite. Il fait des travaux. Mais c'est pas des travaux, j'explique aux gens, c'est pas qui commencent d'un point A, qui finissent d'un point B. C'est n'importe quand. Je sais pas comment il fait, c'est-à-dire que t'es là, t'entends un coup de perceuse. Prrr, tu te réveilles à 10h du mat, gros coup de perceuse. Prrr, tu te dis, ok, c'est pas grave, le gars il fait des travaux, ça arrive à tout le monde. Ça va durer peut-être un mois et après ça passe. Mais là, ça dure genre plus de 6 mois. Et c'est de temps en temps quand il a besoin, quand il peut, tu vois. Je sais pas comment il s'organise, le gars. Mais du coup, ça me rend ouf. Tu sais pas quand ça tombe. Il y a un matin. Mais c'est la vie de Seb Melia. C'est pas toi qui m'avais dit que t'avais. De dingue. Ah, j'avoue, les coups de perceuse. Mais toi, tu fais des Coup de travaux à toute perceuse heure. dans le béton. Non, mais on peut faire des travaux. Tu peux passer l'aspirateur. Tu peux mettre des petits coups de marteau. La perceuse dans le béton. C'est vraiment ça résonne partout. C'est une dinguerie. Et t'en as un jour, c'est aléatoire. C'est comme une punition dans la life. Bah, peut-être, va lui parler et puis tu vas avoir des. Je sais même pas d'où ça vient, mais au bout d'un moment, je vais craquer. Je dis, les gars, normalement, les travaux, ça dure genre un mois. Tu dis, voilà, tu mets un petit mot. Ce mois-ci, vous allez entendre du bruit. Je suis désolé, ça va vous déranger. Ça dure un mois, 2 mois grand max si t'as des grands travaux. Voilà, c'est de temps en temps. Mais là, ça rend ouf de pas avoir ni de début ni de fin. Ça peut durer, je sais pas, ça dure un an, de temps en temps. Ce que tu veux dire, le voisinage, c'est technique. Moi, j'ai un groupe WhatsApp avec mes voisins qui se plaignent du bruit, etc. En plus, ils ont une nouvelle construction où les murs sont fins. Tu devrais. Franchement, ça aide. Ou alors, ça se trouve, je suis même pas dedans. Ça se tombe, t'es pas dedans. Je te jure, ça serait serait tellement marrant qu'ils parlent de Watt. Ils ont un groupe WhatsApp où ils t'insultent. J'ai entendu son podcast. T'as vu là, il fait du sport toute la nuit. L'autre là, qui a repeint sa machine à laver là, 2h du matin, ils doivent tellement t'insulter. Son spectacle éclaté, j'ai été le voir. C'est possible. Mais je crois pas. Après, j'ai pas l'impression qu'on fasse beaucoup de bruit. J'essaie de. Tu les vois, tes voisins? Non, franchement, je croise pas grand monde. Mais juste la perceuse là, elle me rend ouf. Moi, je pense que le voisinage, c'est important. Il faut avoir une bonne relation avec, je dis bonjour. avec ses voisins. Mais après, c'est vrai que je suis assez timide. Je suis pas quelqu'un d'avenant. Ouais. Je suis pas au frère des gâteaux de voisins. Je suis pas avenant, malheureusement. Mais là, ça aide beaucoup. Honnêtement, ça aide beaucoup. Perceuse, ou à un moment donné, il y avait un voisin, pareil, je sais pas si c'est en haut ou en bas, qui avait acheté un piano. Et qui faisait du piano. D'où tu fais du piano quand t'es dans un immeuble? Et j'entendais toujours le même morceau, la personne apprenait le même morceau qui était et c'est devenu la BO de ma vie. Et je me levais, j'entendais ça et ça me rendait ouf. Du coup, ce que je faisais comme je suis un gamin, c'est que je mettais de la musique fort pour renvoyer. Genre le contre-uno. Putain, mais ouais, je trouve ça fou. Dans un immeuble, t'apprends à faire du piano. Ou alors, tu prends un piano numérique, et tu mets ton casque, clac, faire du piano premier degré. Ouais. Mais c'est son kiff peut-être. Hein. Non, mais après, je pense que. La perceuse là me fait péter un câble. Voilà, c'est le truc relou. Ah, j'avoue, c'est technique. Et surtout, c'est quand tu sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Mais oui! Ils finissent quand ces travaux, poteau? Mais l'effet de. C'est quoi les horaires? C'est pas des horaires de ouf? Moi, ça me réveille, ouais. C'est genre à 10 parce qu'en fait, on a une vie décalée. Eux, ils sont en travaux. Pour eux, les travaux, c'est parce que les travaux, je crois qu'il y a une règle. Ça commence à 8h. Genre 8h et 18h. Tu vois, après, tu peux plus pour pas déranger les gens. Mais vu que nous, on est à l'envers. On bosse à l'heure où les gens sont chez eux. J'ai envie de le tuer. Recommandation de l'invité. Est-ce que je t'avais demandé si t'avais un livre ou un film ou n'importe quoi que tu pouvais recommander, que t'avais aimé, que tu voulais recommander aux gens qui nous écoutent? Et bien évidemment, tu m'as sorti le Coran. Ah bon, j'ai dit ça? J'ai dit ça, moi. Tu recommandes le Coran aux gens qui nous écoutent. Il y a 2 œuvres en ce moment que j'ai checkées, que j'ai rattrapées. Non, c'est Monster. Le manga Monster, je sais pas si les gens connaissent, mais bien sûr, après on va revenir sur le Coran, parce que je pense que c'est la base. Mais je viens de le terminer, Monster, c'est pour ça que je suis super content d'avoir regardé cet animé. Ça parle de quoi? C'est un truc dans les années 90, c'est un manga dans les années 90, même plus, des années 70, où t'as un gars, t'as 2 jumeaux qui font de la manipulation sur les gens, ils les poussent à faire des choses mystique. Est un médecin japonais qui avait sauvé la vie de ce jeune homme, qui le poursuit pendant quasiment toute sa vie pour le tuer, parce que depuis qu'il l'a sauvé, c'est mystique comment je le raconte, depuis qu'il l'a sauvé parce qu'elle avait pris une balle dans la tête par sa sœur,
il commet que des meurtres, il manipule que les gens. Et c'est très technique, c'est super beau. C'est sorti bien écrit. Dans les années 90 Ou ça se passe dans les années 90? L'animé est sorti dans les années 2000, 2004, 2006. C'est encore regardable, c'est très beau, c'est très très bien écrit. Et c'est sur quelle plateforme? Sur Netflix. Sur Netflix, je vais checker. Parce que moi, il y avait un manga que j'avais raté, et tout le monde m'en disait du bien, sorti il y a plus de 10 ans. Et je l'ai regardé, et je trouvais ça fou. Donc là, tu me chauffes, c'était Death Note. Ouais, exceptionnel Death Note. Death Note, c'était incroyable. Intemporel, mais Monster, mon gars. C'est du même niveau ou un peu plus Irasawa, par rapport à Death Note. C'est quasiment le même bail, quoi. C'est en bonne manipulation de Vosser, tout ça. Death Note, c'était stylé, puis même la musique était incroyable de Death Note. Tout était bien. C'est fou. Non, Death Note est fou. Après, ouais, j'ai recommandé le Coran parce que je connais. La base, tu connais, mon gars. Pourquoi tu recommandes le Coran, alors, du coup? Pourquoi il faut lire le Coran? Non, tout simplement parce que je le lis et puis c'est mon mode d'emploi dans la vie, quoi. C'est beaucoup d'histoires qui me permettent de relativiser sur la vie, qui me permettent de me guider aussi par rapport à ce que je suis et de me conforter et de me cadrer, quoi. Toutes les rencontres que je fais quand je les mets en parallèle avec les histoires qu'il y a dans le Coran, ça me permet aussi de suivre la marche qu'il faut pour pas soit blesser, soit je sais pas, enfreint de certaines lois par rapport aux gens, etc. Et c'est mon mode d'emploi et j'aime beaucoup et j'aime écouter aussi les récitations. J'ai l'impression qu'il y a que les racistes qui lisent le Coran. Ah ouais. Souvent, c'est des blancs racistes qui disent j'ai lu le Coran, je sais de quoi ça parle. Et c'est pas ça. Ils le lisent d'une manière. Si. En vrai, le Coran, je trouve que c'est un livre qui est, mon avis, qui est très mal interprété. À chaque fois, j'entends des différentes versions. Moi, je l'ai pas lu personnellement. Déjà, j'ai pas lu la Bible. J'aimerais bien lire tout ça, mais j'ai des problèmes de concentration. J'ai aussi une espèce de flemme. Les concentrations, c'est vraiment. Moi, c'est les écrans qui m'ont baisé. J'essaie de lire la Bible et j'ai du respect pour Jésus et tout, mais j'ai pas tenu. Mais je vais le faire un jour, poto, je sais pas quand. Et le Coran. Tu viens de dire poto à qui là? À Jésus. On a une relation d'amis. Franchement, il a fait beaucoup pour Rome. J'espère. Et ouais, non, le Coran, à chaque fois, j'entends différentes versions, différentes interprétations de plein de choses. Beaucoup de gens parlent du Coran mais le connaissent pas, je pense que c'est... Ou l'ont mal lu, ou l'ont mal interprété. Non, je pense que... Tu trouves pas qu'il y a des gens qui l'interprètent mal, ou peut-être c'est moi qui ai cette fausse vision? Je pense que mais des fois j'entends, ça c'est interdit, c'est dit dans le Coran. Après j'entends, non c'est pas interdit. Non. Puis il y a ça, et il faudrait que je me fasse ma propre idée. Mais... Je pense, après j'ai pas d'affirmation, mais je pense que oui, il y a sûrement des gens qui l'interprètent mal, mais il y a plus de gens qui l'interprètent bien, mais on met la lumière sur les gens qui l'interprètent mal, qui font des choses mauvaises parce que ça a plus de conséquences au nom de ce qu'il y a dans le Coran, et ça fait beaucoup de mal à la communauté, on le voit aujourd'hui. Évidemment. Et on finit, les amis, sur le mot de la fin de l'invité. C'est déjà fini, là? Ça passe vite, hein. Ah ouais. Ça passe vite. What time is it? Quand même. Est-ce que tu avais une phrase ou un proverbe que tu voulais partager aux gens qui nous écoutent? Et tu m'as dit une phrase en peul que du coup je pourrais pas dire. Vas-y, essaie de le prononcer s'il te plaît. Mec, je l'ai même pas écrit quand tu m'as dit. Comment tu voulais que j'écrive ça? Peul. Ta race. Dis-le, vous allez voir que c'est pas loin. Non, c'est très simple à dire. Je la prononce d'abord en peul. Peul. C'est Satedeni Bama, Satedeni Yuma, Allah Tedinma. D'ailleurs, je vais revenir sur un autre. Qui veut dire Satedeni, ça veut dire si tu soutiens ton père, si tu soutiens ta mère. Non, j'ai dit Satedeni Yuma, si tu soutiens ta mère, si tu soutiens ton père, Dieu te soutiendra, Allah te soutiendra. Et je reviens sur un truc aussi, il y a un échange sur podcast du héros là, où t'as reçu Samba, ou échangé avec Samba. Un des podcasts qui a le plus marché dans cette série. En fait, le podcast dont tu es le héros, c'est un podcast où je parle avec des inconnus, parce que la vie des gens pas connus est tout aussi intéressante. Exactement. Et on était tombé sur Samba. Qui est un enfant en situation de handicap, qui fait de la boxe. Exactement. Et qui a fait du rap. Et ce gars-là, sa vie...
Je te jure. On a même, je crois qu'on avait échangé sur Instagram parce que j'avais vraiment, vraiment kiffé ce podcast. Et c'est un Peul aussi. Donc, il avait sorti quelques phrases en Peul. C'est quelqu'un qui a fait de la prison, qui avait eu un passé un peu de délinquant. Exactement. Et après, qui a totalement changé, notamment quand il est devenu père. Et il a un enfant qui est handicapé. Et du coup, il s'en occupe trop bien. Et il racontait la vie que c'était. Elle est inspirante, sa life. Et il cherchait un travail. Et je crois que suite au podcast, il a trouvé du taf. Et je crois qu'il fait un truc qui lui plaît. Et on est resté toujours en contact écoute, sur Insta. Podcast, si tu vois ce podcast, Samba Misalminim, Diara Misalmini Gal. Ça veut dire que je te passe le salam et je passe le bonjour à toute ta famille. C'est vrai ? Ouais. J'irai traduire quand même. Galé, c'est la maison, mais la maison, c'est où il y a toute la famille. Bon, et du coup, tu me disais, si tu soutiens ton père, si tu soutiens ta mère, Dieu te soutiendra. Ouais. Et je pense que c'est, entre guillemets, mon leitmotiv dans la life. Mais ça rejoint tout ce qu'on a dit dans ce podcast, hein, toute la reconnaissance que tu as pour tes parents, tout ce sens du devoir que tu as. Ouais, tu es quelqu'un de très respectueux des anciens. Et je pense que tes aînés. La foi est pour beaucoup, quoi. Ah ouais, Je pense que nous, dans la religion, dans l'islam, les parents ont vraiment une très très grande place, quoi. Le respect des parents a vraiment une très 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 grande place. Le lien de parenté, etc. Alors que nous, chez les chrétiens, rien à voir, quoi. Ah, je sais pas. Je rigole. Mais ouais, en tout cas, ça se dégage de toi, ce respect que tu as. Après, je veux pas faire le moraliste, hein. Venez voir sur scène. Hein. Pra. Mais tu t'es vachement reconnaissant. Et merci pour tout. Du coup, on arrive à la fin. Merci à toi pour l'invitation. Merci, cool, hein. Soulo, du coup. Yes, tout court. Soulo, tout court, faut que je m'y habitue, putain. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment ? C'est quoi ton actu, du coup ? À mon actu, il n'y a pas vraiment d'actu. Je traîne dans tous les comedy clubs. Je joue 4 fois par soir. Ça avance très bien. J'espère que j'ai déjà le nom de mon prochain spectacle. Je suis vraiment content. Tu veux le dire ou tu veux le garder ? Ouais, je peux le dire, ça me dérange pas. Ça sera quoi ? Il s'appelle Irresponsable avec le I entre parenthèses. Irresponsable avec le I entre parenthèses. Pour dire que t'es responsable. Ouais. Parce que je trouve que t'as vu comment tu racontes le truc, un peu le mec qui est un peu fou qui part un peu partout. Il y a ce côté irresponsable et aussi toutes les responsabilités. Donc voilà, c'est exactement ça. Mais moi je pense que t'es un gars responsable. T'es juste, t'as soif d'aventure. Mais tes aventures, elles sont toujours un peu contrôlées, quoi. Tu prends jamais trop de risques. J'ai failli perdre la vie lors d'un parapente, il y a exactement. Ah ouais. Ok. Bon bah irresponsable. Je me suis éclaté avant le départ d'un parapente. Ce que tu rencontres de la dinguerie. Mais parce que t'es maladroit ou je sais pas, mais en fait c'est la vie qui a fait en sorte que je. Qui voulait que tu meurs. Et au lieu de me dire c'est mort, j'arrête, tu me dis allez, on va au bout. Putain. Moi je prendrais pas. J'aimerais tester le parapente, un de ces 4. Mais c'est vrai que si tu t'éclates au départ. Comment tu t'éclates au départ d'ailleurs ? En fait, vu que je suis grand, c'est moi qui devais courir pour décoller. Et je cours mal, quoi. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas couru et je me prends les pieds dans la pelouse, le prof, il pleine de bottes, etc. Donc le tuteur avec toi, il était devant ou derrière ? Il était derrière. Et derrière, il va tomber. Et je tombe et on s'en mêle, etc. Et je suis tombé, Dieu merci, je tombe au bon moment. Je serais tombé un peu plus tard, ça aurait été chaud parce que le ravin, etc. Donc technique. Et normalement, tu te relèves, tu te remets en question, tu es là, on remonte, et moi, on a juste remis les trucs en place. Il était chaud, le gars derrière, ou il a dit... Il était chaud. Okay. Il était chaud. Il m'a pas laissé douter, quoi. Ah, d'accord, cool. Ce serait marrant s'il disait, franchement, je suis pas sûr de... Tu veux vraiment le refaire ? Et je le raconte sur scène. On ira découvrir ça dans Irresponsable. Yes. Bientôt. Merci pour tout. Merci à toi. Pour tes enseignements. Merci aux gens qui nous écoutent aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aimé le podcast qui sera disponible en audio sur les plateformes Spotify et autres et en vidéo sur YouTube. Le podcast En Détente avec Soulo. Pas que je me trompe. Les amis, merci à tous. Merci Soulo. Merci à toi, Seb. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao. Guitare rock là.